invités cet après-midi pour des keynotes enthousiasmants. Et pour commencer, nous recevons l'homme qui préside aux destinées du grand mouvement des entreprises de France et l'homme qui préside à celle des entreprises de Côte d'Or. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'accueillir Geoffroy Roux de Bézieux et David Boutet. Geoffroy Roux de Bézieux, bonjour. Bonjour. Notre journée s'intitule Effondrement et émergence. En quoi ces deux mots, de votre point de vue, décrivent-ils ce que nous vivons depuis 1 an et demi? Bonjour à tous, je suis très heureux d'être là. Je crois que c'est la 3e fois que je viens, non David, je me trompe pas. C'est ça. Merci de tes invitations. En plus, je fais des journées absolument formidables. Donc, merci. Alors, je dois vous avouer qu'entre effondrement et émergence, je préfère émergence. Je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que la pandémie a accéléré les choses. Et elle a accéléré effectivement un certain nombre de transformations. Des choses positives, des choses qui sont moins, on pourra certainement en parler. Et il y a eu des émergences. Le télétravail est évidemment un exemple manifeste. Il y a eu aussi, peut-être pas des effondrements, mais des accélérations de choses qui disparaissent ou sont en train de changer. C'est pas très agréable le changement. Vous savez, il y a toujours ce débat philosophique, est-ce que l'être humain est un être sédentaire ou nomade? La réalité, c'est que 99% des êtres humains n'aiment pas le changement et l'imprévisibilité. Et pour autant, je crois qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus imprévisible. Et il faut se préparer à l'imprévisible. C'est une des difficultés du chef d'entreprise. Alors pas que du chef d'entreprise, hein, c'est également celle des élus de la République. Ça consiste effectivement à se dire que devant nous, il y a des effondrements, ou en tout cas des changements, et des émergences, et arriver à saisir et à rebondir sur les mains. Je crois que vous avez vu ce matin Philippe Val, c'est un sacré exemple. Oui, d'une mutation et d'une adaptation, d'une nouvelle transformation très profonde. Oui, quand vous voyez que le courrier aujourd'hui, enfin le métier traditionnel de la Poste ne représente plus que 17% de son activité. Contre 70% il y a 20 ans. Ah, il y a eu un effondrement du courrier. Là, je pense qu'on peut parler d'effondrement et une émergence d'autres business. Et notre rôle de chef d'entreprise, c'est pas facile, hein, mais c'est aussi de saisir ce qui commence pour s'y projeter. Avant qu'on revienne sur ce qui s'est passé pendant 18 mois et les leçons qu'on peut en tirer, parce que c'est surtout ça qui va être intéressant, quel est votre sentiment par rapport à la situation économique aujourd'hui? Est-on dans cette reprise que tout le monde appelle de nos voeux? Est-ce que vous êtes optimiste? Alors, il y a 1 an, à la rentrée, j'étais pratiquement le seul à être assez optimiste. Si vous vous souvenez, on a annoncé le mur des faillites, le million de chômeurs, l'INSEE, la Banque de France, donc des gens beaucoup plus qualifiés, et plus sérieux et plus compétents que moi. Mais moi, j'avais cet instinct et les remontées de terrain que les MEDEF territoriaux nous faisaient que le pire n'était pas certain. Sans avoir évidemment un avis sur 3e vague, 4e vague. Bon. Ça me permet aujourd'hui d'être un poil plus prudent que notre ministre de l'économie, mais qui est aussi dans son rôle, disons-le. Il y a effectivement une reprise qui est très forte. Il faut le reconnaître, hein, on va faire les 6% de croissance. Mais il faut quand même s'en féliciter collectivement, parce que si le 17 mars 2020, on avait dit que fin 2021, on retrouvait peu ou prou le niveau économique où on était, on pourrait essayer de comprendre pourquoi, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Mais il y a des nuages à horizon. D'abord, il ne faut pas oublier tous les secteurs qui sont encore en difficulté. L'événementiel, mon cher David, une partie de l'hôtellerie quand elle dépend du tourisme fortement, enfin du tourisme international, mais aussi des salles de sport. Donc il y a encore des pans de l'économie qui sont en difficulté. Il ne faut pas les passer pour perdre des profits, si j'ose dire. Il y a ensuite un sujet matières premières, approvisionnement, prix du transport. Vous connaissez à peu près les chiffres. Un conteneur d'Asie, ça valait $1 500, ça vaut $20 000 aujourd'hui. Alors, je vais peut-être choquer certains d'entre vous, je pense que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle sur le long terme. Une mauvaise nouvelle, je veux dire, sur le long terme. Parce qu'à un moment, faire venir des avocats du bout du monde pour les vendre à 1,99 dans un supermarché, je ne suis pas sûr que ça soit un modèle soutenable très longtemps. Vous allez dire que vous dites que ça nous
ça nous amène à être plus raisonnable et plus vertueux, peut-être. Je sais pas. Des échecs aussi. C'est une émergence. Voilà. Après, je ne sais pas vous dire, pendant trop tôt, il y a un deuxième nuage qui est celui du recrutement. Alors, c'est pas nouveau qu'on arrive. Enfin, la France a un chômage structurel qui est à entre 7 et 8%, là où les autres pays sont à 4%. Il y a des tas de raisons. Il y a des raisons de mobilité géographique. Il y a des raisons de compétences, d'adaptation des compétences au métier, y compris dans les études. Fabrique, pardon de dire ça, mais je prends des exemples parce que moi, je suis un peu branché sport. On sort, je crois, 80 000 licenciés en STAPS chaque année. Oui, parce que le sport, c'est sympa, mais bon, il y a un moment, il faut aussi adapter les formations aux emplois. Et puis, on va peut-être vous en parler, on a un système d'assurance chômage qui, dans certains cas, n'incite pas à reprendre un emploi. Et quand je dis ça, je ne pointe pas du doigt les chômeurs, je pointe du doigt le système. C'est que quand vous gagnez à peu près le même revenu en travaillant une semaine sur deux, j'allais dire, pardon, il faudrait être quand même stupide pour prendre un emploi. Donc, oui, je profite pour le dire, nous soutenons la réforme de l'assurance chômage, qui est d'ailleurs en deçà de ce qu'on voulait, mais le compromis qui a été fait, donc la politique c'est bien, qui, j'espère, sera bien implémenté au 1er octobre, si le Conseil d'État ne nous refait pas un tour de passe-passe. Sur cette question-là, la réforme effectivement est intervenue. Sur le premier sujet d'inquiétude, que celui des matières premières et des tensions sur le marché international, les leviers sont peut-être plus difficiles à oui, je fais un peu plus loin sur le marché international. Quand même, je l'avais dit peut-être aussi assez tôt en 2018, on est quand même sorti complètement de cette ligne des liaisons roses. On en parlait à table avec le patron de la Poste. Ce qui se passe en Chine depuis, en fait, 3 ou 4 ans, mais qu'on voit depuis 1 ou 2 ans, est un tremblement. Là, c'est un effondrement, mais pas au sens effondrement, c'est plus, ou une émergence, si vous voulez. C'est-à-dire que la Chine a décidé de ne plus faire semblant. Ils affichent ouvertement leur volonté d'imposer un système de valeurs, de fonctionnement, qui n'est pas le nôtre. On a organisé une très grande journée autour de la francophonie économique, début de notre REF, qui était un grand succès. Mais quand vous parlez au Premier ministre de la Côte d'Ivoire, quand vous parlez au président de Madagascar, il vous dit qu'est-ce que vous foutez les Français, on vous attend, on contacte, mais ils disent on ne peut pas, entre guillemets, tomber entre les mains des Chinois, dont le discours est un discours très construit. Les démocraties libérales, quelles que soient les nuances qu'on peut avoir entre pays européens et Macedoniens, c'est un système qui ne marche plus. Regardez, ils ne font pas de croissance, ils sont tout le temps en train de manifester, tout le temps en train de s'engueuler, ils n'arrivent pas à lutter contre la vie. Faites comme nous. Une bonne dictature, je ne sais pas ce que je pense, mais c'est le discours que tiennent les dirigeants chinois. Et la reprise en main est absolument incroyable. La reprise en main des entreprises qui a commencé. Aujourd'hui, on ne peut plus envoyer un expatrié en Chine. Et les expatriés qui restent ne peuvent pas rester avec leur famille. Ils sont en train de s'immiser au sens rendre chinois les filiales des entreprises internationales. Vous avez la reprise en main culturelle. Les acteurs trop efféminés, les acteurs masculins, trop efféminés, sont interdits d'écran. On est dans quelque chose qui je pense qu'on ne réalise pas ce qui est en train de se produire. Et comme on a bâti notre prospérité commune sur un énorme échange planétaire, les fondements sont difficiles. Ce qui s'est passé en Afghanistan est quand même, là aussi, un retour, je ne veux pas dire un retour vers le futur, mais un retour en arrière terrible. Pour ça, je me permets de le dire quand même, quand j'entends des gens peut-être de bonne foi, parfois de mauvaise foi, expliquer qu'on est en dictature sanitaire en France. Non, les amis, la dictature, c'est quand on empêche les femmes de travailler, c'est quand on les empêche de se promener dans la rue seule. Et les talibans 2.0 qu'on nous avait vendus, vous avez vu ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est
une vaste plaisanterie. Donc optimisme effectivement sur la reprise, et un optimiste vigilance, raisonnable et prudent. Vigilance effectivement sur les chocs du système et les chocs des futurs qui nous attendent. David, au niveau territorial, est-ce que le ressenti des entreprises de Bourgogne-Franche-Comté ou de Côte d'Or en tout cas est celui qu'évoquait Geoffroy Roux de Bézieux à l'instant? Oui, d'une manière globale, je l'ai dit dans mon introduction tout à l'heure, finalement l'ambiance est bonne. On se l'est dit avec Geoffroy. Lors de la REF à Paris, l'ambiance est plutôt bonne. Alors, il y a plusieurs bonnes nouvelles. Déjà, on arrive à se revoir, à être ensemble, à créer des relations informelles qui nous ont tant manqué depuis tellement de temps. Geoffroy connaît mon activité dans l'événementiel. Évidemment, j'y attache une importance fondamentale. Mais au-delà de ça, l'activité est là. Alors, l'activité est là, elle pourrait être meilleure. Et les deux sujets ont été évoqués. Le premier, c'est sur l'emploi. Alors, il s'avère que, comme le disait Geoffroy, c'est 7 à 8% sur la France. En Côte d'Or, c'est 6%. Donc on est même en deçà. Donc ça veut dire qu'on est dans le plein emploi, en réalité. Et c'est ce qui pose d'énormes problèmes de recrutement en ce moment. Je ne croise pas un chef d'entreprise qui ne me dit pas qu'il n'a pas de difficulté à recruter. Tous les jours, dans tous les secteurs. Et pas que des activités non qualifiées. On est aussi sur des cadres, on est aussi sur d'autres catégories. Donc c'est inquiétant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse ou des réponses non adaptées ou des réponses non adaptées ou autre chose. Il y a plein de sujets dont parlait Geoffroy aussi tout à l'heure, la mobilité géographique, on refuse la mobilité pour aller prendre un job. Il y a aussi la concordance des compétences, il y a le sens, qui est un vrai sujet que la crise a accéléré. On voulait du sens dans le travail, mais alors là, on se pose même des questions dans quel est le sens vraiment du travail, donc ça va plus loin. Et je pense que ça là-dessus, il faudra peut-être qu'on s'arrête aussi. On en parle tout à l'heure. Et puis, finalement, on arrive à de temps en temps, je discute avec des chefs d'entreprise, j'en parlais avec Alain Ducasse aussi, c'est qu'on va chercher des profils qui ne font pas du tout le métier d'origine. Parce que finalement, ils vont être très investis pour venir faire un nouveau métier et être formés convenablement et aller dans des métiers qui sont intéressants. Donc ça, c'est peut-être un levier. Des leviers, il y en a d'autres. On parlait de l'assurance chômage, évidemment. Je suis complètement d'accord. Hein. À un moment donné, il va falloir faire et agir là-dessus pour qu'on puisse avoir des gens qui sont employables. Sur la Côte d'Or, c'est 41 040 personnes qui sont employables demain, logiquement. Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font? On ne le sait pas. Et même les agences de recrutement, qui sont parmi nos adhérents, qu'on connaît très bien, ne savent pas nous les présenter. Donc il y a bien un sujet. Et le deuxième sujet, c'est évidemment les matières premières. Alors pour le coup, avec ma double casquette aussi, avec ma menuiserie d'agencement, je suis touché au premier chef, de nouveau, l'événementiel, la menuiserie, j'investis que dans les trucs sympas. C'est les délais et les prix qui flambent. C'est les délais et les prix qui flambent, parce que du coup, j'ai certaines matières qui flambent à 100, voire 1000%. Sur des matières et qui ne sont pas disponibles. C'est-à-dire que j'ai des matières aujourd'hui que je commande, je ne connais pas le prix. Je fais la commande, je connaîtrai le prix après. C'est pas banal. Geoffroy Roux de Bézieux, on a une vision de ce qui se passe aujourd'hui et on a de l'espoir en tout cas que tout ça va repartir. Si on regarde ce qui s'est passé ces 18 derniers mois, qu'est-ce qu'on va en tirer comme leçon? Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon? Qu'est-ce que ça aura durablement changé? D'abord, petit commentaire quand même, cette crise, et tout le monde par surprise, elle a aussi quand même remis en cause un peu tout le monde des économistes. Et au fond, c'est assez logique parce qu'on l'a décrypté au départ comme une crise économique normale. C'est-à-dire une crise qui arrive régulièrement avec le marché à base de spéculation. À un moment, les actifs sont trop élevés, ça s'effondre, et puis on met du temps pour faire ce qui s'est produit en 2008, ce qui s'est produit 5 fois dans l'économie de marché. Et en fait, on n'a pas du tout eu la bonne analyse au départ, collectivement, qui était de dire, en fait, non, on a une économie qui se porte bien. La France, en février 2020, était plutôt sur une croissance assez forte. C'est la première fois depuis très longtemps que notre prévision de croissance 2020 était supérieure à celle de l'Allemagne. Et puis brusquement, on a mis une cloche sur l'économie. On a fermé, jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, on a fermé les entreprises, on a empêché, et quand je dis ça évidemment pour la bonne cause, je ne suis pas du tout en train de remettre en cause le confinement, on a empêché l'économie de fonctionner. Et donc on ne savait pas ce qui allait se produire. Et ce qui a été démontré, c'est pour moi une double résilience. Alors, d'abord, il faut le dire, une résilience des États et une capacité d'agir beaucoup plus rapide que d'habitude. Moi, ce que je trouve absolument phénoménal, c'est la transformation de l'administration qui, en France comme ailleurs, pas plus mauvais ou moins mauvais en temps normal, mais 9 mois répond, quand elle répond, enfin,
on a tous vécu ça, et qui là, brusquement, est capable, en 3 jours, en 5 jours, de mettre en place un système de chômage partiel. Enfin, donc ça montre que c'est possible. Les gouvernements, moi j'ai eu des semaines, on avait des visios, des calls tous les soirs avec le maire, donc une espèce de capacité de mobilisation, mais aussi une formidable résilience des entreprises, puisque vous avez vu ce qui s'est passé, au fond on s'est adapté à tout, au confinement, aux contraintes sanitaires, aux différentes versions du protocole national dans l'entreprise. Et donc ça a manqué quand même une résistance incroyable, une plasticité, un côté presque darwinien de l'économie. Je trouve que c'est assez formidable. D'ailleurs, toutes les études montrent que l'image des chefs d'entreprise et des entreprises toutes tailles confondues et des mouvements patronaux, je le signale au passage, est à son zénith. Nous, on a progressé déjà pas mal depuis 2016, mais MEDEF a entre guillemets, pulvériser les scores d'image, mais c'est sûrement vrai des autres mouvements, et l'entreprise, dans tous les sondages faits auprès des Français, est un endroit de résilience, mais aussi de protection. Parce que le premier effet des chefs d'entreprise pendant la crise, ça a été de protéger leurs salariés. Donc c'est quand même une leçon assez étonnante par rapport aux crises précédentes, mais qui, encore une fois, ça se comprend parce qu'elle n'était pas de la même nature. On a gagné en image et on a gagné en souplesse, si je résume. Oui, tous collectivement. Collectivement ouais, et en vitesse d'exécution. Et ça me donne envie quand même de dire, si on arrive à être rapide, vite et efficace en temps de pandémie, on devrait pouvoir aller un peu plus vite, pas forcément à la même vitesse, en temps normal. Je serais curieux. Donc il en restera quelque chose. Ben alors, c'est une question. Il en reste quelque chose dans les entreprises, c'est sûr. Ne serait-ce que le télétravail et d'autres choses qui vont changer. Je ne sais pas ce qu'il y aurait dans les administrations, je ne suis pas qualifié pour le voir, mais il ne faudrait pas que ça soit business as usual. C'est-à-dire que, au fond, on referme la parenthèse. L'administration a montré qu'elle savait se mobiliser. Enfin, je le dis comme ça, mais les inspecteurs du travail qui viennent aider les entreprises à appliquer le protocole national d'entreprise, l'URSSAF qui brusquement se met à accorder des paiements et qui écoute les entreprises, qui dit comment on peut vous aider. Enfin, il y a eu des choses qui sont... Non mais, et je le dis au passage que c'est pas tout à fait le même sujet, mais on dit souvent le dialogue social en France marche pas, on bassine à longueur de journée avec les Allemands, l'Europe du Nord et compagnie. Mais là aussi, on a eu des syndicats, pas tous, mais l'essentiel des syndicats de salariés, qui ont eu une attitude à la fois au niveau national et au niveau de l'entreprise, il y a sûrement des exceptions, plutôt responsables. Quand Laurent Berger et moi on signe un appel à la vaccination ou un appel à la reprise du travail le 15 mai 2020, je pense qu'on contribue à l'intérêt général. Donc il s'est produit des choses qu'on aimerait bien voir se reproduire en quelque sorte en temps de paix, quoi. Et parmi les choses qui se sont passées, c'est que vous avez co-construit, travaillé avec le gouvernement sur les solutions pour aider les entreprises à traverser cette crise. Vous allez y revenir dans un instant. Cette stratégie du quoi qu'il en coûte qui a été portée par le gouvernement et par le président de la République, est-ce qu'elle est de nature à nous inquiéter aujourd'hui sur les conséquences financières, budgétaires? Il fallait le faire. Il fallait faire parce que, d'ailleurs, tous les pays l'ont fait, hein, y compris des pays à doxa budgétaire plus rigoureuse que la nôtre. Alors évidemment, ils ne partaient pas avec le même endettement, mais vous regardez, les Allemands ont dépensé peu ou prou la même chose. Les Américains ont créé une assurance chômage provisoire très généreuse. Donc, et tout le monde l'a fait parce que tout le monde a compris que, au fond, détruire des entreprises ou des emplois, c'était la mauvaise solution parce qu'il y avait forcément derrière beaucoup plus de temps pour reconstruire tout ça. Donc il fallait le faire, indiscutablement. Il y a eu des effets d'aubaine. Oui, on ne savait pas détourer exactement, donc il y a sûrement des cas, je ne parle pas de fraude, mais on ne pouvait pas faire un truc pointilliste. Maintenant, je l'ai dit au mois de mai, je vois que le gouvernement l'ait repris prêt, il faut aussi arrêter. On n'est pas entrepreneur pour vivre de subventions. Sinon, on fait un autre métier. On fait une association, enfin, je sais pas, c'est autre chose. Encore une fois, je n'ai pas de jugement de valeur, mais notre métier, nous, c'est de créer de la richesse. On est capitaliste, on prend le capital, on investit, on essaie de le rendre productif, de créer de l'emploi, de créer de la richesse, de développer nos entreprises. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense que la majorité des gens a à peu près la même philosophie. Donc, il faut arrêter. Et donc, c'est ce que fait le gouvernement.
avec quelques exceptions, mais là c'est vraiment du sur-mesure, parce qu'il y a effectivement des sujets. J'en prends un exemple parce que c'est intéressant. David sera, je pense, sensible à ce point. Les salons commencent à reprendre, salons professionnels, et donc ils ont repris en Allemagne plus vite qu'en France et plus massivement. Et le gouvernement allemand a considéré que des salons professionnels, c'était un peu une arme de recrutement et de prospection pour les entrepreneurs, et donc ils ont accepté de verser des subventions exceptionnelles cette année pour les salons qui reprenaient entre septembre et décembre. Mais encore une fois, ça doit être une exception, parce que, philosophiquement, on n'est pas entrepreneur pour vivre au crochet de l'État, que deux, mais ça j'ai pas besoin de vous le dire, on a un léger problème d'endettement et de dépenses publiques dans ce pays. David, quels sont les besoins des entreprises du territoire qui te remontent en cette rentrée avec la reprise? On sait qu'il y a pas mal de PGE qui sont engagés. Y a-t-il danger en termes d'accompagnement, de soutien des entreprises? Quels sont les besoins identifiés, exprimés? Écoute, les besoins, j'en ai signifié deux tout à l'heure, à la fois le recrutement d'une part et puis les matières premières qui sont des freins. Après, les besoins, c'est surtout de la joie collective. Alors, je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Geoffroy juste avant, c'est-à-dire qu'en territoire, on a eu une attitude un peu similaire au national. Pour la première fois, le MEDEF et l'ensemble des collectivités territoriales et des autres syndicats, on s'est mis ensemble autour de la table et on a discuté des fameux trous dans la raquette qui existaient au niveau national, puisque à chaque fois, le temps de légiférer, il fallait pouvoir mettre en place des choses. Sur le territoire de Côte d'Or, en l'occurrence, on a eu quelque chose d'assez exceptionnel. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de territoires comme ça. C'est-à-dire que tous les syndicats patronaux, CPME, MEDEF, les CCI, les CMA, la métropole de Dijon, on s'est mis ensemble, on a créé un fonds métropolitain. Et les critères d'attribution et ceux qui sélectionnaient les entreprises qui pouvaient en bénéficier, c'était nous, les syndicats patronaux, et les CCI et les CMA. C'est assez rare. Et ça, c'est des dialogues qu'on n'avait pas du tout avant la crise. Et je pense que ça, c'est des choses qu'il faut maintenir, entretenir, continuer à créer. Alors non plus pour faire des fonds, parce que je rejoins Geoffroy, on ne vit pas au crochet des fonds de l'État ou des collectivités territoriales. En revanche, comment on reconstruit la relance? Comment est-ce qu'on investit les plans de relance? Et là, je retourne à la fois vers la région, les métropoles qui ont les compétences économiques sur le territoire. C'est les aider, c'est nous aider, parce que c'est pas les aider, mais c'est nous aider à analyser correctement les filières dans lesquelles il faut investir, les entreprises dans lesquelles il faut investir, les niveaux dans lesquels il faut le faire, pour pouvoir relancer les économies entières, et j'ai envie de dire, les aider à muter. Parce que l'un des enjeux majeurs, tout le monde le savait avant la crise, il fallait se digitaliser, et il fallait trouver, on va dire, une marque employeur, ou travailler sur des sujets qui ont aujourd'hui été obligés par le télétravail et autre chose. Mais la digitalisation, elle s'est faite dans une vitesse de fou, quelque part grâce à la pandémie. Alors je ne vais pas le dire comme ça, mais elle s'est faite d'une manière phénoménale. Et ça, c'est exceptionnel. Donc les besoins qui préexistaient sont plus les mêmes aujourd'hui. Ils sont plus comment est-ce qu'on démocratise cette digitalisation, comment est-ce qu'on génère une marque employeur et une qualité de travail suffisante dans les entreprises un peu partout pour que ça réussisse. Puis je vais insister sur un dernier point, c'est qu'on parle beaucoup des entreprises, et on en reparlera tout à l'heure tous ensemble. Il y a un sujet sur les chefs d'entreprise. On parle beaucoup de la santé des collaborateurs, de plein de choses. Mais la santé des chefs d'entreprise, nous, MEDEF en territoire, on est beaucoup demandé là-dessus, parce que les chefs d'entreprise, après ce qu'ils ont vécu, que ce soit en plus ou en moins, parce qu'on parle de ceux qui ont souffert parce qu'ils ont eu moins de travail, mais il y a ceux qui ont souffert parce qu'ils ont eu beaucoup plus. Comment ça se passe et qui gère ces gens-là? Pour l'instant, pas grand monde. Donc, on va s'en occuper au niveau du MEDEF Côte d'Or, on en reparlera tout à l'heure. On a bien compris effectivement qu'il y a des mécanismes, des processus qui ont été construits pendant cette crise et qu'on espère en tout cas voir perdurer par la suite. Jean-François Robigeau, ma question de tout à l'heure, quand on revient sur cette crise et sur les leçons à en tirer. On dit que cette crise, elle a accéléré la prise de conscience autour de la transition écologique, des enjeux liés à l'environnement. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on dit qu'elle a peut-être quelque part assez profondément modifié le rapport que les gens ont au travail, les désirs de vie, le projet de vie des gens, y compris dans le lieu où ils vivent, et la manière dont ils vivent. Sur ces deux sujets-là, est-ce qu'effectivement il s'est passé quelque chose de profond et de durable? Alors, je vais répondre notamment au deuxième point avec prudence, parce qu'on est encore au milieu de cette crise. Donc les transformations, on les voit et on les vit,
tirer des leçons est toujours difficile. Mais oui, on vit dans nos entreprises une transformation du rapport au travail, donc avec le phénomène télétravail qui est durable, dont les conséquences ne sont pas complètement encore avérées. Hein. On sent qu'effectivement, il y a des sujets d'immobilier. Je ne sais pas si Dijon est une ville qui va en profiter ou pas, mais j'imagine, en tout cas probablement. Ça commence. Ça commence, oui. Je ne connais pas les prix de l'immobilier à Dijon, donc je vais être prudent. On a Jean-François Lequinel sur la question. On va nous dire tout à l'heure sur ce qu'il en pense. Mais ça va au-delà. C'est-à-dire qu'on voit bien dans les entreprises, en fait, il y a 3 catégories. Vous avez les jeunes de moins de 35 ans, qui n'ont pas encore, enfin, il y a des exceptions, mais qui sont plutôt dans l'interaction sociale, qui ont plutôt envie de retourner au bureau parce que c'est quand même un lieu d'interaction sociale, c'est un lieu où on voit des gens, on sort, on se fait des amis. Enfin, vous avez la tranche, sans caricaturer, on va dire 35 ans, qui est plutôt dans la phase où on a des enfants, on est en couple. Et là, on voit effectivement un mouvement massif pour le télétravail, parfois plus que 2 ou 3 jours par semaine, y compris évidemment les déménagements dont on parle. Et après, il y a la tranche plus senior, généralement en position, enfin pas toujours, mais en position de management, qui est assez déstabilisée. Parce que le télétravail et le mode de management à distance, il gomme le côté pyramidal, la compétence prime sur la hiérarchie, et ça remet en cause, en dans les grandes entreprises, des modes de fonctionnement qui n'étaient peut-être pas toujours optimales. Donc, c'est une transformation profonde, je crois, dont les conséquences n'ont pas encore été complètement explorées. Sur le premier point, oui, mais je pense que c'était presque déjà le cas avant. C'est-à-dire que maintenant, le sujet de la transition économique, c'est comment et quand, c'est pas if. Et comment et quand, c'est un sujet compliqué. Alors là-dessus, deux petits points. D'abord, nous, on a besoin, je le dis parce que c'est peut-être un peu par ça la bouche de MEDEF, c'est une transformation tellement profonde. Des transformations, l'économie de marché, il y en a eu plein, les technologies qui aillent, etc. Mais là, on nous demande de changer fondamentalement le modèle productif et le modèle de consommation. Alors, il y a 2 solutions. Il y en a une que vous connaissez, qui est celle de Mme Bateau, de Mme Rousseau, hein, c'est la décroissance. Et je ne pense pas que nos concitoyens, dans la très grande majorité, sont prêts à décroître. Donc, c'est une solution, pardon, hein, je vais être un peu provocateur, qui amène doucement vers la dictature, parce que on va forcer des gens qui ne veulent pas à avoir un comportement dont ils ne veulent pas. Et puis, il y en a une autre qui est très difficile, mais c'est la seule possible, c'est la croissance seule. La croissance responsable, vous avez vu qu'on a créé, merci de l'avoir mis sur le logo, une raison d'être qui est agir ensemble pour une croissance responsable. Mais c'est un chemin très escarpé parce que ça consiste à complètement changer notre modèle de production et faire différemment de ce qu'on a fait, non pas depuis les 10 dernières années, mais depuis 200 ans. Les technologies existent dans beaucoup de cas, mais elles réclament des investissements absolument massifs, elles coûtent plus cher. Et le grand non-dit de cette transition économique, c'est qu'il faut que collectivement, les producteurs que nous sommes, donc les industriels, les entrepreneurs, mais aussi les consommateurs et les citoyens, changent de comportement. Et là, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Je trouve que le résultat de la Convention citoyenne sur le climat, quand vous regardez bien, il y avait 70 mesures qui sont devenues 238 articles dans le projet de loi. Je dis au passage que si on avait un peu moins d'articles et un peu moins de projets de loi, ça irait. Là, il y a 2 dissotés dans la salle. Donc, mais je me tourne vers la droite, visuellement. Hein, pour dire, moins légiférer, mieux légiférer, on peut vivre avec. On peut vivre avec. Mais dans ces projets, je ne parle pas du projet de loi pour le moment, mais de la Convention sur le climat, il y avait rien qui consommait les citoyens et les consommateurs. Et le sujet, c'est qu'on ne peut pas faire une transition sans que les comportements changent. Sans que les gens disent, bah oui, pour un produit plus carboné, moins carboné, j'accepte de payer un peu plus cher. Sinon, ça ne marche pas. Et après, là aussi, c'est une question de méthode. Je crois qu'il faut on a besoin de régulation et de signal prix. Hein. C'est pas souvent que le président du MEDEF vous dit qu'il faut de la régulation, mais là, il faut de la régulation, sinon ça ne marchera pas. Mais cette régulation, elle doit être prévisible, elle doit être lisible et ne pas changer tout le temps.
Et là aussi, je prends l'exemple de la loi climat-résilience pour dire il y a des dispositions dont le coût carbone implicite est malheureusement totalement aberrant. Je prends un exemple simple, la végétalisation des toits. C'est sympa la végétalisation des toits, ça doit faire plaisir à Madame Hidalgo. Mais au final, ça a un coût carbone implicite autour de 2000 € la tonne. Ça n'a aucun sens. Le même argent investi par les entreprises dans des process de production serait bien plus efficace pour la planète. Donc, il faudrait essayer de... Je finis, je sens que je vais être trop long. J'arrête, je vais pas souvent des tunnels, mais là c'est important. Il faut qu'on arrive à avoir effectivement une direction presque transpartisane, comme ont fait les Suédois, en disant voilà, messieurs les industriels, messieurs les consommateurs, la décarbonation, c'est cette trajectoire de prix. Et puis après, il faut laisser l'économie s'adapter, faire les choix dont ils ont besoin. Et la dernière chose, pardon, je vais le dire là aussi, là je peux le dire plus facilement que dans les députés, mais qu'on a besoin du nucléaire pour ça. On a besoin du nucléaire. Non mais je sais que là, je m'adresse à des gens, je pense que la salle ne doit pas être trop hostile, parce que sinon on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Le reste est un énorme mensonge. Un énorme mensonge. Donc, c'est un sujet, au fond, presque trop sérieux pour le laisser aux polémiques politiques. Et c'est aux entrepreneurs de s'en saisir, mais avec les consommateurs. Sur les mutations globales, vous avez répondu pleinement à la question. Il y a des secteurs quand même qui sont particulièrement au pied du mur, peut-être en danger, à vous de nous le dire. L'aéronautique, par exemple, l'automobile, par exemple, là, ça concerne plus directement la région. Oui, il y a des secteurs, là on est vraiment dans non pas l'effondrement, mais l'accélération des mutations. Le moteur électrique, on en parle depuis des années et des années. Et là, brusquement, il faut y aller et on y va à toute vitesse. Donc c'est des mutations. Et là, on est aussi un peu le devoir de vérité, c'est-à-dire qu'il faut dire que c'est Cohn-Bendit qui disait ça. Donc là aussi, le président du MEDEF qui cite Cohn-Bendit, c'est pas complètement courant, mais il a fait dans le monde, je crois, un papier en disant il n'y a pas de transition écologique tous. Ben oui. Oui, il a raison. Parce que quand vous êtes ouvrier à l'usine de Bosch de Rodez, ou, que je connais mieux, chez les fonderies du Poitou, à Châtellerault, que vous fabriquez des carters en fonte, oui, on ne peut pas vous dire, ou ça serait vous mentir, plutôt, que de dire que votre job ne va pas disparaître. Oui, comme les conducteurs de diligence ou comme les fabricants de bougies. Enfin, bougies encore, mais disons au sens quand on s'éclairait la bougie. Donc c'est pas nouveau en fait dans le capitalisme. Sauf que là, la rapidité qu'on doit avoir pour sauver la planète fait que ça va être forcément douloureux. Donc il y a à la fois un devoir de vérité des politiques, dire la vérité, et en même temps amener des solutions qui existent. Et nous, les entrepreneurs, là aussi, je vais faire... Bon, dans cette salle, c'est facile. On est les premiers écologistes de France. Parce que c'est nous qui détenons la solution. C'est nous qui, en transformant nos entreprises, détenons la solution. David, la transition écologique, les mutations des relations au travail, l'envie peut-être de quitter les grandes métropoles, c'est quelque part une chance, une opportunité, peut-être une revanche pour un territoire comme le nôtre? Oui, c'est un mot que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps, c'est un peu la revanche des territoires. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens depuis le territoire. On connaît le parisianisme à outrance, à la fois de notre économie, de nos politiques, etc. Aujourd'hui, on a une chance devant nous. Alors, pour revenir sur le développement durable, on l'associe toujours à l'écologie. En fait, le développement durable, c'est l'essence même d'une entreprise. Elle doit se développer durablement. Si à l'intérieur, il y a la cause écologique, qui est juste du bon sens, elle va le faire, quoi qu'il arrive, puisque c'est l'organisation qu'elle est mieux à même de s'adapter à toutes les situations, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc le développement durable est quelque chose d'inscrit, ça l'était déjà avant la pandémie, encore une fois il y a eu une accélération, on voit le nombre d'entreprises qui aujourd'hui se font labelliser entreprises à mission, par exemple. Alors on a Canovia, qui est une des filiales du groupe André ici, qui est la première entreprise à mission de Bourgogne-Franche-Comté, qui est sur Dijon. Donc je ne sais pas s'ils sont là, mais en tout cas, bravo à eux, déjà de l'être. Et d'ailleurs, ils ont été labellisés Bicorp, j'ai appris ça tout à l'heure, donc c'est pas banal. Et puis on a, dans le sens de l'histoire, être entreprise à mission, c'est à la fois l'écologique, mais c'est aussi le social. Et dans le social, je crois le rappeler, c'est que l'écologie, ça s'impose pas. Il faut l'accompagner dans la durabilité, dans le temps, et on ne peut pas casser d'un seul coup des métiers entiers
on a pas mal de sous-traitants automobiles nous, sur notre territoire. Dire à un ingénieur thermique du jour au lendemain, tu vas te mettre tout de suite à l'électrique, même si on a le meilleur du monde, de toute façon, vu que son métier va disparaître, comment on fait? Et quel est le temps d'accompagnement pour ça? Et c'est un des enjeux majeurs de nos territoires, c'est quel dispositif de changement de compétences, de formation. Il y a des sujets sur les articles de la formation à revoir tous ensemble, d'ailleurs tu en parlais lors de la REF, et c'est un vrai sujet qui existe dans le territoire de manière concrète. Mais en tout cas, l'écologie, ou en tout cas le développement durable, pour moi, c'est la raison d'être de l'entreprise. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas de nous que ça vienne, de nous entrepreneurs et des collaborateurs qui construisent l'entreprise. Geoffroy, j'ai une toute dernière question avec vous. Je voudrais qu'on termine cet échange autour de la jeunesse, puisque c'est un des fils rouges de notre journée. Cette jeunesse qu'on dit potentiellement sacrifiée par ce qui s'est passé depuis 18 mois. À vous de me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas, on va le voir dans un instant avec l'intervenante suivante, qui est une jeune créatrice, avec des méthodes très différentes de ce qu'on a pu connaître. Elle bosse avec les réseaux sociaux, le crowdfunding, enfin il y a plein de choses nouvelles comme ça qui arrivent. Comment vous appréciez ce bouillonnement d'idées, d'initiatives de cette jeunesse aujourd'hui? Et ce sera la dernière question. D'accord. Un mot juste peut-être sur la jeunesse sacrifiée. Ce qui est vrai, c'est que le système d'aide qu'on a mis en place a couvert, alors d'abord les retraités, on ne le dit pas, mais le pouvoir d'achat des retraités a été préservé, a couvert les fonctionnaires qui forcément ont gardé leur rémunération, l'essentiel des salariés du privé, et au fond les trous dans la raquette, pour prendre l'expression, c'est effectivement les indépendants. Il ne faut pas oublier, par le chauffeur Uber, il a quand même subi une perte de revenus très forte et le fonds de solidarité n'est pas toujours tout à fait adapté. Donc là, il y a un vrai sujet. Et le deuxième, ce sont les jeunes qui, effectivement, souvent ont complété le revenu par ce qu'on appelle à tort des petits boulots, mais du part-time, et notamment dans la restauration ou dans des métiers de service, et qui, effectivement, a vu disparaître cette source de revenus. Pour ça que nous, on n'est pas. Ça dépend comment le gouvernement va le faire, complètement opposé comment ça va s'appeler, contrat d'engagement, revenu d'engagement. Moi, je préfère que ce soit contrat d'engagement, vous voyez. On peut discuter des mots, mais le revenu, c'est je touche un revenu, et bon, après on verra, quoi. C'est que le contrat, c'est bon, mais voilà, à débattre, ça dépend comment c'est équilibré, entre droit et devoir, en fait. Bon. À côté de ça, il y a quelque chose de formidable qui s'est passé, on en parlait avec Alain Ducasse tout à l'heure, dans cette crise, et je suis pas tout à fait sûr de ça. Pourquoi? Il y a une raison évidente, c'est l'explosion de l'apprentissage. Enfin, explosion au bon sens du terme. Parce que, vous disiez, ça fait 20 ans, peut-être même plus d'ailleurs, pour les plus anciens, qu'on dit on va faire une grande campagne d'apprentissage. Donc, il y a eu je ne sais pas combien de ministres du travail de tous bords qui ont essayé, et au fond, le chiffre stagnait entre 300 et 400 000 depuis 20 ans. Et là, donc vous avez le chiffre en tête, 516 000 contrats d'apprentissage. 526 000, dit si Madame la députée dit 526, je ne vais sûrement pas oser la contredire. Enfin, plus de 500 000. Non, mais ce qui est donc, vous voyez, on a complètement changé d'échelle. Alors, disons-le, il y a quand même eu cette énorme subvention qui a contribué. Mais quand même, si on se remet en mars 2020, il nous aurait dit que la rentrée 2020 battrait tous les records. Et non, c'est quand même, il faut voir ce qui a été réussi collectivement. Pour ça, je ne suis pas complètement sûr de savoir ce qui s'est passé, mais enfin, il s'est passé quelque chose. C'est sûr qu'il y a eu la subvention, le contrat. Il y a eu le fait qu'on a libéré dans la loi de 2018 les CFA d'entreprise, qui a consciemment contribué à accélérer les choses. Bref, pour la première fois en France depuis 30 ans, l'apprentissage devient une voie, en croissance, peut-être pas encore d'excellence, mais en tout cas de réussite. C'est pour ça qu'on a demandé au gouvernement, qu'il a accepté assez rapidement, de prolonger jusqu'en juin prochain le système d'aide. Alors, il faut à un moment qu'on retire quand même une partie de ces aides, mais là c'est tellement, presque employé le mot, miraculeux, que moi j'étais au gouvernement, on ne change pas l'équipe qui gagne, on va toucher à rien, parce que je ne sais pas ce qui a marché, donc dans le doute, ne touchez à rien. Donc il y a quand même des choses possibles. Après, sur le bouillonnement dont vous parlez, oui, l'émergence, là on est vraiment dans l'émergence, la technologie, c'est comme la langue des hommes. Ça fait le plus mauvais quand il y a Paul-Pierre ou Jacques, ou Eric, ou je ne sais pas qui, sur les réseaux sociaux, parce que ça propage la haine, ça propage la fracture, ça propage la division.
Et puis c'est aussi meilleur parce que ça offre à tout à chacun l'opportunité de créer sa vie, d'être acteur de sa vie. Et donc je ne connais pas la jeune fille qui va intervenir, mais je suis sûr qu'il y a des dizaines et des dizaines et des centaines de jeunes qui portent en eux un projet. Et notre job d'entrepreneur, c'est aussi de leur dire allez-y. Mais vous ne la connaissez pas, vous ne la connaissez pas encore, puisqu'on va la vivre dans un instant. Merci beaucoup à tous les deux pour votre participation. Elle est jeune, donc, elle n'a que 27 ans, elle est hyper sportive et sa pratique est intimement liée à l'histoire de son entreprise, on le verra. Elle a fait d'Instagram et de LinkedIn des vitrines de sa personnalité, de sa petite entreprise déjà florissante, spécialisée dans la production de produits cosmétiques. Le magazine Forbes, elle a placé parmi les chefs d'entreprise les plus influents de France et le Financial Times dit d'elle qu'elle incarne l'esprit d'entreprise que la France espère voir se développer. Quand on lit son histoire, quand on la suit sur les réseaux sociaux, on peut se demander après quoi court-elle. C'est l'une des questions que je voudrais maintenant poser à Justine Hutto, cofondatrice et co-dirigeante de Respire. Bonjour Justine Hutto, merci d'être avec nous. Le petit jeu consiste, pour lancer nos échanges, à demander à la salle sur quel sujet elle aimerait que nous nous exprimions. On vous propose 3 options, ça s'affiche juste au-dessus de nous. Trois sujets que nous pourrions aborder avec Justine. D'abord, la création d'entreprise, ou plus exactement dans son cas, ce qu'elle appelle la co-création d'entreprise. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Deuxième sujet, comment financer son ambition? Troisième sujet, réussir grâce aux réseaux sociaux. Vous avez normalement, ça doit s'afficher, la possibilité de voter pour le sujet 1, le sujet 2 ou le sujet 3, et on attaquera avec Justine dans la foulée de votre choix. Premier choix, la co-création d'entreprise. Deuxièmement, le financement. Troisièmement, les réseaux sociaux. Il vous suffit de saisir l'adresse internet qui s'affiche ou, plus simplement, depuis votre place, de scanner le QR code qui vous donnera accès à la page de vote. Et on se donne 2 minutes, même pas 30 secondes, pour attendre le résultat de votre choix. Je vous rappelle, premier choix, la co-création. Deuxièmement, le financement. Troisièmement, les réseaux sociaux. On est même dans la co-création de la conférence. De la conférence, exactement. Bon, vous êtes bien rentré de grâce, ça s'est bien passé, Justine? Très très bien, merci. Bon, ça s'est bien passé, vous avez trouvé des gens sur toute la route? J'ai trouvé des gens sur tout le parcours. Bon, c'est un peu plus de jour, on va expliquer dans un instant évidemment de quoi on est en train de parler, mais c'est le Respire Express et tout le monde a suivi ça sur les réseaux sociaux, bien sûr. Est-ce que le vote a été fait? Je pense que le résultat va s'afficher. Alors? Votre choix. Allez, la majorité va nous parler de réseaux sociaux. Mais comment ça? C'est à peine une surprise parce que, effectivement, avant de créer l'entreprise, votre premier succès, entre guillemets, c'était sur les réseaux sociaux. Racontez-nous comment ça a commencé. Alors déjà, bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici. Donc, tu disais, j'ai 27 ans et j'ai fait mes études au Canada. J'ai étudié 6 ans au Canada. Et en fait, à la fin de mes études, j'ai dû choisir un sujet de mémoire. Et j'ai choisi comme sujet pourquoi les gens courent et se motivent à travers les réseaux sociaux. Parce que ça m'intéressait, de plus en plus de gens autour de moi se mettaient à courir, de plus en plus de gens autour de moi faisaient des photos et postaient sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils avaient couru 5, 10 km, plus. Et je me suis dit, je ne comprends pas, j'étais pas du tout là-dedans. C'était quand j'avais 22 ans, il y a 5 ans. Et je me suis dit, j'ai envie de comprendre, je vais en faire mon sujet de mémoire. Du coup, mon directeur de mémoire au Canada, il m'a dit, pour ça, un, tu te mets à courir, parce qu'il faut être empathique, il faut comprendre les gens qu'on étudie, et 2, tu te mets sur les réseaux sociaux. Ok. Alors je me suis mise à courir, ça n'a pas été facile, mais finalement... Et tu t'es prise au jeu. Et j'ai prise au jeu complètement, parce que maintenant j'ai couru des semis, des marathons, ultra trail, j'ai fait 120 km dans le désert en autosuffisance alimentaire. D'ailleurs, j'y retourne fin septembre aux Canaries, recourir 120 km. Maintenant, j'aime bien, voilà, c'est difficile à expliquer, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui courent dans la salle et finalement, on adore ça. Et les réseaux sociaux, je me suis mise dessus. Alors, au début, c'était trouver les codes un peu des réseaux sociaux, comment ça marche quand on court et qu'on est sur les réseaux sociaux. Donc, je voyais que tout le monde avait un nom, un pseudo avec le mot running. Donc, je m'appelais Justin Run. J'ai créé mon compte Instagram Justin Run, petit jeu de mots.
et je partageais ma passion pour la course à pied. Et en fait, ça a pris, en même temps, j'y passais mes journées, c'était l'étude que je faisais, et ça a pris, j'ai pris de plus en plus d'abonnés, et je suis montée jusqu'à 20 000 abonnés, aujourd'hui encore beaucoup plus sur Instagram. Et donc, j'en ai fait mon mémoire, mon sujet, où je me suis rendu compte que les communautés digitales, c'était exceptionnel, puisque ça permettait de connecter des personnes à travers le monde entier, qui ont les mêmes passions, et qui ont envie de parler des mêmes choses. Et ça motive les gens à se lever le matin, à aller courir, et à aller encore plus loin dans leur projet. Et là où ça devient particulièrement intéressant pour nous, cette histoire-là, c'est que c'est cette communauté d'amis ou de contacts virtuels qui a constitué la base des premiers clients, des premiers fans de ton entreprise. Exactement, parce que par la suite de ça, donc j'ai continué à courir beaucoup plus. Quand j'avais fait un semi, il fallait que je fasse un marathon. Quand j'avais fait un marathon, il fallait que je fasse l'ultra trail. Et en fait, j'ai eu un petit pépin de santé. On m'a détecté une tumeur bénigne à la poitrine. C'est bénin, ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Mais il y a eu tout un moment où il a fallu faire plusieurs examens. Et surtout, les médecins m'ont un peu mis en alerte sur ce que je consommais au quotidien, sur ce que j'utilisais. Après, on n'a pas vraiment de cause à effet entre les tumeurs bénignes et ce qu'on utilise au quotidien. Mais ça m'a fait remettre en question les produits d'hygiène et notamment les déodorants. Parce que la tumeur est juste sous les ailes droites. Et on parlait des sels d'aluminium. Donc forcément, quand c'est controversé, moi, je suis toujours pour mieux vaut prévenir que guérir, donc j'arrête d'utiliser les sels d'aluminium. Et je cherchais un produit sur le marché qui soit beaucoup plus sain, beaucoup plus sain pour moi et clean à utiliser au quotidien. Et en fait, même s'il y en avait plein des déodorants sur le marché, des déodorants naturels, déjà, j'en ai pas spécialement trouvé un qui était super efficace, mais surtout, je trouvais pas une marque qui me parlait à moi, jeune de 23 ans, qui était en plus sur les réseaux sociaux et qui demandait conseil aux gens à qui je parlais. Donc, je leur ai demandé à ma communauté quel produit vous utilisez, quel déodorant. Déjà, je me suis rendu compte que c'était un vrai sujet. Il y avait d'autres personnes qui ne savaient pas quel déodorant utiliser et qui se posaient des questions sur les sels d'aluminium, etc. Et surtout, je me suis dit, ok, si je ne le trouve pas, c'est peut-être moi qui vais le créer. Et donc, c'est ça qui m'a donné envie de lancer Respire. Et cette communauté, donc, elle a été les premières personnes à m'aider. Puisqu'en fait, donc, il y avait 20 000 personnes qui me suivaient. C'était une vraie chance, c'était un vrai bagage quand je me lançais, de me dire qu'il y avait déjà 20 000 personnes qui m'accompagnaient. Et en fait, donc j'ai aussi, on parlera de Thomas, mais je vais cofonder la marque. J'ai Thomas, un associé qui a un nom de plus que moi. Et avec Thomas, on se disait, en fait, on n'a pas du tout envie d'avoir juste nos avis à tous les deux. On a besoin d'avoir les avis d'autres personnes pour créer le produit qui correspond le plus à nos futurs consommateurs. Et donc, j'ai écrit sur les réseaux sociaux, je lance une marque qui s'appelle Respire. En tant que jeune entrepreneur, j'avais peur de raconter mon projet. Donc je ne disais pas, j'étais juste, ça s'appelle Respire et je ne disais pas ce que c'est, pas tout de suite. J'avais peur qu'on pique l'idée d'un déodorant. Il y a déjà plein sur le marché, c'est pas non plus une idée révolutionnaire. Mais j'ai fait venir en fait des personnes de la communauté. J'ai dit, est-ce que ça vous dirait de nous aider à développer le projet? Et donc, j'ai eu tellement de retours parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat. J'ai eu des personnes qui ont eu envie donc, de venir nous rencontrer dans notre espace de coworking et de nous aider à co-créer la marque. Donc, leur poser des questions. Quel produit vous aimeriez avoir? Est-ce que c'est un déodorant en roll-on, en bille, ou est-ce que c'est en stick? Quel parfum vous aimeriez avoir? Quelle couleur? C'est eux qui m'ont conseillé d'apposer le petit drapeau Made in France, parce qu'on est fiers de faire du Made in France. Donc voilà, c'est vraiment la communauté qui m'a aidée à co-créer ce projet. Donc, via les réseaux sociaux, j'ai rencontré ces personnes via les réseaux sociaux, mais finalement, c'est en les rencontrant en vrai, en passant vraiment du virtuel au réel, que j'ai pu co-créer la marque avec eux, en échangeant avec eux. Les réseaux sociaux ont été une sorte de fil rouge dans toute l'histoire de l'entreprise. Donc là, tu nous racontes l'histoire de ce qui s'est passé avant la création, ensuite il y a eu la création, toute cette phase de création pendant laquelle tu as, avant même d'avoir sorti le premier déo, finalement vendu des dizaines de milliers de déos et convaincu des grandes enseignes, Sephora pour ne pas le nommer, Monoprix pour ne pas le nommer, qui avant même que tu aies sorti le premier produit, t'ont fait confiance. Et puis ensuite, le réseau social t'a permis de développer commercialement et de faire du chiffre d'affaires. C'est véritablement le support de communication qui a porté l'entreprise. Complètement. Déjà, on s'est lancé du coup via un crowdfunding, donc une campagne de financement participatif, puisqu'on s'est dit finalement... Relayé par les réseaux sociaux. Relayé par les réseaux sociaux, c'était exactement ça. En fait, on s'est dit, on est jeunes, on n'a pas non plus énormément d'argent, puis on ne sait pas combien de déodorants on doit produire. Et le crowdfunding, finalement, aujourd'hui, quand on regarde, il y a plein de beaux succès, de belles success stories sur le crowdfunding. Ça permet trois choses. Ça permet, de voir déjà s'il y a un intérêt, si les personnes vont aimer votre produit, être capables de passer au panier et de le précommander. 2, ça permet de créer de la notoriété, de faire parler de la marque, puisque les personnes vont potentiellement nous soutenir et donc en parler autour d'elles. Et 3, ça permet de financer la première production. Pour 0 €. Pardon? Pour 0 €. Pour 0 €, c'est vrai, à part, oui, peut-être la vidéo de lancement qu'on va tourner, on prend en vidéaste, mais c'est vrai que ça coûte très peu cher. Et donc, on a lancé un crowdfunding.
Et c'était, du coup, je faisais un peu monter la sauce sur les réseaux sociaux, puisque j'avais dit que je me lançais donc, dans Respire, mais que je ne disais pas ce que c'était. Et j'avais prévenu que le 5 novembre 2018 à midi, je lançais le crowdfunding. Et en fait, ce qui est fou, c'est que les personnes des réseaux sociaux étaient au rendez-vous. Au moment où on a lancé, on a paniqué avec Thomas, parce que c'était toujours, on n'anticipe pas ce qui va se passer. Donc, le crowdfunding, on doit mettre un objectif de prévente. La veille au soir, j'ai paniqué, j'ai mis 300 préventes, en me disant, peut-être qu'on n'arrivera même pas à atteindre 300 déodorants prévendus. Et en fait, en 24 heures, on avait vendu 3000 parce que les réseaux sociaux ont été une force énorme. Déjà, les personnes, elles sont passées à l'acte d'achat, enfin, elles ont vu le projet, donc elles sont allées sur le crowdfunding et elles sont passées à l'acte d'achat. Mais en plus, il y avait plein de personnes qui mettaient des stories pour raconter, pour dire à leurs amis, mais regardez, je soutiens cette jeune marque qui vient de se lancer. Alors, personne n'avait testé le déodorant, c'était uniquement basé sur ce qu'on racontait dans cette vidéo. Et les personnes ont relayé, et du coup, ça a fait un effet boule de neige avec toutes les stories qui se sont créées sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est juste pour parler du crowdfunding, mais après, donc on a lancé officiellement en mai 2019, c'est-à-dire qu'en mai 2019, 6 mois après, on a livré les 21 000 déodorants qui avaient été précommandés sur le crowdfunding. Donc on avait fait 220 000 € à peu près sur le crowdfunding en un mois. Mai 2019, on livre les 21 000 déodorants en même temps, et c'était aussi une stratégie de se dire on livre tout d'un coup, comme ça, peut-être que sur les 21 000 déodorants, il y en aura quelques milliers ou juste quelques centaines qui seront pris en photo. L'objectif, quand même, le défi de se dire qu'un déodorant peut être pris en photo et mis sur les réseaux sociaux, donc le déodorant sur Instagram, c'était un vrai défi. Et en fait, on a livré les 21 000 déodorants et on a eu des milliers et des milliers de stories, de publications, de posts qui ont été faits pour dire voilà, j'ai reçu mon déodorant Respire. Et les personnes en postant ça, c'était pas dire j'aime ce déodorant, enfin voilà, j'utilise. C'était pas juste pour parler du déodorant qu'ils utilisaient, c'était pour dire je partage les valeurs de la marque. Je partage tout l'ADN éco-responsable, naturel et de prendre soin de moi. Et donc, j'encourage les personnes qui me suivent à faire de même. Donc, ça a été des vrais ambassadeurs. Et 20 000 dans la communauté aujourd'hui, c'est plus? Ah oui, aujourd'hui, moi, j'ai quasiment 100 000 personnes qui me suivent. Ouais, et c'est 100 000, 20 000, 5 000, sympa. C'est-à-dire, je veux dire, actif. Oui. C'est pas de l'internaute qui suit dans son coin et qui ne dit rien. Il est actif et il épouse ton projet. Alors déjà, il est très actif parce que sur les réseaux sociaux, on voit, donc, tout confondu, c'est 500 000 personnes qui nous suivent. On est tous les jours sur les réseaux sociaux, on échange tous les jours avec les personnes qui nous suivent. Et pour parler de ce que tu me disais tout à l'heure, est-ce que Grâce s'est bien passé? Pour montrer à quel point la communauté est active. Donc, petite parenthèse, on raconte l'histoire, le nouveau déo qui sort. Tu es allé le chercher avec Thomas à Grasse, là où il est produit, et tu t'es donné 48 heures, c'est-à-dire le temps de son efficacité prétendue. Exactement. Vous vérifiez. Que je confirme. Pour rejoindre Paris uniquement avec l'aide des membres de la communauté. Exactement. Voilà. Et donc on est parti lundi midi de Grasse et on a mis 48 heures pour remonter jusqu'à Paris en logeant chez des personnes de la communauté, en se faisant emmener d'un point A à un point B par des personnes de la communauté qui étaient vraiment au rendez-vous. C'était incroyable. Je fais une story, je dis je suis au péage de Melun, on est complètement bloqué, il n'y a personne pour nous ramener sur Paris, il y a quelqu'un qui s'est déplacé pour venir nous chercher et nous emmener jusqu'à Villeneuve-Saint-Georges, puis quelqu'un qui nous a payé les tickets de l'heure pour aller jusqu'à Paris, parce que le but c'était uniquement de troquer des déodorants contre de l'aide. Et donc on voit la puissance de la communauté. Je vous rassure, j'ai quand même fait un peu de stop parce qu'il n'y a pas toujours du monde, mais c'est très très bien passé. Les réseaux sociaux, quand on en parle, c'est Instagram pour commencer, qui est quand même un réseau réputé pour être un réseau d'abord de photos, d'images, de vidéos, pas spécialement un réseau sur le fond. Et puis après, il y a eu LinkedIn. Alors c'est important peut-être de préciser effectivement, pour les connaisseurs et les moins connaisseurs, qu'il y a des catégories de réseaux différents et que chacun a finalement un rôle différent à jouer dans l'histoire. Exactement. Instagram, c'est vraiment du contenu quotidien et presque éphémère aussi avec les stories. Donc les stories, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que vous connaissez tous, mais les stories, ça dure que 24 heures sur Instagram. Donc c'est vraiment du contenu éphémère qui se consomme hyper rapidement, ou on fait du contenu hyper authentique. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez pertinemment que je parle facilement à mon téléphone pour raconter. Je pourrais très bien faire une story maintenant pour dire je suis en pleine conférence au MEDEF et c'est génial. Mais voilà, c'est... Pardon. Et donc voilà, Instagram, c'est vraiment du contenu spontané, mais aussi, comme tu dis, de vidéos, d'images. Il y a un peu moins de texte, en effet, le texte, ce sera surtout uniquement de la légende sous les publications. Et il y a LinkedIn. LinkedIn qui est un réseau social beaucoup plus professionnel. Et quand on a lancé Respire, moi, j'avais pas du tout anticipé que LinkedIn allait être une vraie clé de succès pour Respire, puisque on a lancé d'abord, on disait, le rendez-vous le 5 novembre 2018 sur Instagram. Je l'avais pas dit sur LinkedIn, parce que sur LinkedIn, j'étais jeune diplômée, j'avais 400 relations, c'était uniquement les étudiants que je connaissais d'HEC Montréal, donc en plus, de l'autre côté de l'Atlantique, donc s'ils précommandaient mes déodorants, il fallait que je les envoie de l'autre côté de l'Atlantique, ça allait être une galère. La poste pourrait peut-être aider, je vais avec la poste. Et donc en fait, je me suis dit,
Au bout de 4 jours, on a lancé le crowdfunding. Je vous ai dit 3000 précommandes en 24 heures. Et après, ça a commencé à redescendre. Normal, l'effet, tout d'un coup, voilà, le tremplin, on lance le crowdfunding, explose, et puis ça redescend. Ok, qu'est-ce qu'on n'a pas activé? Et là, tout d'un coup, avec mon cofondateur Thomas, on se dit, LinkedIn, on n'a rien posté. Ok, cette vidéo de lancement qui dure 2 minutes où on raconte toute l'histoire, on va la mettre sur LinkedIn. Je l'ai postée. Et ça a été incroyable. C'est inexplicable. La vidéo a fait 3 millions de vues. Et en fait, on a eu énormément de soutien. Aujourd'hui, je suis à 100 000 personnes qui me suivent sur LinkedIn. Parce qu'en fait, ce réseau social professionnel où on a l'habitude de voir du contenu d'actualité économique, du contenu de partage d'offres d'emploi. En fait, tout d'un coup, nous, on est arrivés avec nos petites vidéos super authentiques où je prends la parole face caméra et en fait, je raconte mon histoire, un peu, je raconte ma passion pour la course à pied, je raconte ma tumeur. Et donc, ça a un peu cassé les codes de ce que LinkedIn avait l'habitude d'avoir comme contenu. Et donc, il y a plein de personnes qui sont sur LinkedIn, qui sont déjà passionnées de sport, qui sont passionnées d'entrepreneuriat et qui ont voulu soutenir le projet et donc qui ont partagé. Et la grande différence entre Instagram et LinkedIn, c'est que LinkedIn, quand vous faites un post et que quelqu'un le like, et on fait un merde j'aime, et toute sa communauté à elle va voir finalement dans son fil d'actualité, par exemple, Alain Ducasse a aimé le post de Justinito, et donc toute sa communauté va voir la vidéo tout d'un coup qui va se déclencher. Et donc ça va donner en fait de la visibilité à chaque fois. D'ailleurs, Alain, vous pourriez aimer mon post. Justine, 2-3 questions un peu pied dans le plat. Allez. Si tu permets. C'est vachement incarné ton truc. Oui. C'est toi, c'est Justine Hutto qui se met en photo, qui montre, qui raconte son histoire personnelle d'abord et puis ensuite son aventure entrepreneuriale. C'est pas un danger ça quand même quand on crée une entreprise? À ce point-là, en tout cas. Évidemment qu'il y a toujours un créateur qui porte quelque chose, mais est-ce que tu le pressens comme un danger? Oui. Alors, non, parce que j'ai pas appelé mon entreprise Justine Hutto comme un feu. Déjà, je me suis détachée et en fait, le but déjà de l'incarnation, ce que ça a permis, c'est que ça a créé de la légitimité, de la confiance et de l'authenticité. Les consommateurs, ils vont se sentir plus proches de la marque parce que finalement, ils savent qui est derrière et ils vont mieux comprendre en fait comment les produits sont fabriqués, quelle est la réflexion derrière. Et puis, je pense que je suis assez accessible. On fait énormément de rencontres à la Maison Respire dans nos bureaux ou même en sillonnant les routes de France. Et donc, ce que j'aime, c'est aller rencontrer ces personnes-là. Et comme ces personnes, elles me suivent sur les réseaux sociaux, elles ont l'habitude de me voir, elles se sentent vraiment proches de la marque. Et c'est ce qui fait notre différence aussi, puisque, par exemple, L'Oréal aurait beaucoup de difficultés à créer une marque en interne qui soit hyper incarnée par la fondatrice de L'Oréal, par exemple. Donc, ça crée beaucoup de différenciation avec les autres marques. C'est ce qu'il faut aujourd'hui, puisqu'il y a des marques de cosmétiques, des dizaines de marques de cosmétiques, des centaines de cosmétiques qui se lancent tous les jours. Après, oui, ça peut être un danger, déjà personnellement, parce qu'en fait, j'ai pu vivre des attaques un peu personnelles sur les réseaux sociaux, on me critique. Et puis j'en ai conscience, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a forcément des personnes qui m'ont attaqué, qui m'ont critiqué et qui ne comprennent pas la démarche de raconter son histoire et d'être aussi présent. Ça a aussi créé un brain fatigue pour certaines personnes qui voyaient ma tête défiler partout. Peut-être que vous m'avez déjà vu passer sur LinkedIn, peut-être que vous m'avez vu beaucoup passer sur LinkedIn. Il y a des gens qui se disent on la voit partout, pourquoi? Et donc voilà, ça peut créer un peu ce brain fatigue dont je parle. Et puis, ça peut créer une dépendance aussi. Et là, ce serait plus d'un point de vue de la marque. Qu'est-ce que va devenir la marque plus tard? Est-ce qu'elle est ultra dépendante de moi? Est-ce que s'il m'arrive quelque chose de moi, la marque continue de vivre? Et en fin de compte, je pense que c'est pas un si gros risque, parce que déjà, je me détache de plus en plus. Enfin, je dis ça, je suis là en train de vous parler de Respire. Mais en fait, il y a plein de gens qui nous découvrent. Tu sais, on est chez Monoprix, chez Sephora. Il y a plein de gens qui nous découvrent en magasin. Quand ils nous découvrent en magasin, donc les magasins, c'est des vrais canaux d'acquisition. Ils ne savent pas du tout qui est Justine Hutto derrière. Donc déjà, il y a beaucoup de personnes qui consomment Respire qui ne connaissent pas la fondatrice. Et puis après ça, ce sera à nous, la marque n'a été créée qu'il y a 2 ans, mais ce sera à nous de trouver le bon équilibre pour faire un certain désintuitif personnel et être capable un jour de dissocier de plus en plus la marque de moi. Mais en effet, c'est quelque chose qu'on a. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais demander. J'étais parti ailleurs. Les réseaux sociaux, on peut considérer aussi que les réseaux sociaux représentent un certain danger, parce que quand tout va bien, c'est formidable. On peut monter très vite, très fort, ça a été ton cas. On peut aussi tomber très vite, très fort. Je crois d'ailleurs que vous avez eu au moment de la création un petit coup de chaud par rapport à des problèmes logistiques. Là, c'était dans l'économie réelle, qui ont eu un impact immédiat sur la communauté. Raconte. Donc quand on a lancé, je vous ai dit en mai 2019, on livre les 21 000 déodorants en même temps, tout le monde est content, on lance le site internet, on livre de plus en plus de déodorants. Et puis, un mois après, donc ça faisait déjà plusieurs mois qu'on bossait dessus, on lance notre crème solaire naturelle et minérale.
Et là, pareil, on en vend à nouveau 3000 en 48 heures. Et en fait, donc on n'a pas de logistique en interne. Donc quand j'ai lancé Respire, je pensais que j'allais livrer tous mes déodorants à vélo au début pour lancer la marque. Dès qu'on en a vendu 21 000 sur le crowdfunding, clairement, je n'allais pas les livrer à vélo moi-même. Donc on a pris un logisticien. On a Clément Laurent pour le vélo, mais lui, il fait du surplace. Donc en même temps, ça va pas être super pratique. Et donc, il fallait trouver un logisticien. On est une jeune marque, donc forcément, on cherche un logisticien fiable, mais le moins cher possible. Donc, on se fait draguer par un logisticien en banlieue parisienne, en région parisienne, qui nous fait les prix les plus accessibles et puis vraiment super intéressant pour nous. Donc, on se lance avec lui. Et en fait, au moment où on lance cette crème solaire en juin 2019, donc déjà, juin pour lancer une crème solaire, c'est assez tard, parce que tout le monde part en vacances en juillet. Donc, on la lance là, c'est un peu un risque. Et en fait, notre logisticien ne livre aucune crème solaire pendant 3 semaines. Et nous, on n'est pas au courant, parce que le logisticien ne nous met pas au courant. Et en fait, les consommateurs, ils attendent, jusqu'à ce que, tout d'un coup, mais émergence de messages de haine sur les réseaux sociaux. Il suffit qu'une personne dise « j'ai payé une crème solaire il y a 3 semaines, j'ai toujours pas reçu », bah là, t'as tout le monde qui commente. Et en fait, on s'est retrouvés avec un bad buzz qui était en train de monter parce qu'on avait vendu un produit qu'on ne livrait pas. Et ça peut tuer une marque, c'est normal, ça brise la confiance en fait qu'on a créée avec la marque entre le consommateur et la marque. Donc ça a été un très 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 gros coup de chaud parce que branle-bas de combat, nous c'est le début de notre marque, donc en plus on n'est pas non plus des experts dans l'entrepreneuriat, on découvre, donc on fait beaucoup de choses à l'intuition. Donc là, l'intuition a été de dire, ok, il faut absolument qu'on prenne la parole. On m'avait toujours dit, en cas de crise, communiquer. Donc j'ai pris la parole et en fait, on a été hyper honnête et on a juste expliqué la chose. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on est une communauté ultra bienveillante qui nous soutenait déjà depuis le début, donc qui a compris, qui a attendu, mais on a quand même eu beaucoup de messages de haine et ça a été très dur de rattraper ces personnes-là et surtout nous personnellement. De réaliser en fait que des personnes pouvaient nous détester autant parce qu'on avait fait l'erreur de travailler avec ce logisticien-là. Donc le logisticien, pour info, nous avait juste dit vous payez pas assez cher, donc vous n'êtes pas prioritaire. Bon, je vous rassure, on a changé de logisticien rapidement derrière. Respire aujourd'hui, vous en êtes où là, à date, aujourd'hui? Alors, Respire aujourd'hui, tu veux que je te parle un peu de chiffres, c'est ça? Ouais, je sais que t'adores parler de chiffres. Respire, déjà c'est une équipe de 26 personnes, on sera certainement 30 d'ici la fin de l'année. C'est une magnifique équipe et c'est grâce à eux qu'on en est là. Clairement, avec Thomas, on a embauché que des personnes qui sont meilleures que nous dans tous les domaines, parce que nous, moi je suis en com, ça va, mais clairement tout ce qui est finance, tout ça, c'est eux. C'est plus de 3 millions de produits vendus, du coup en 2 ans et demi, plus de 3000 points de vente. Donc des produits qui sont des déos, donc le produit des déodorants, et une gamme qui s'est développée. Les déodorants, c'est 2 millions de produits vendus, et on est quasiment à 4 millions, et après en fait la gamme s'est complètement étendue. Donc on est parti de la catégorie déodorant et en fait on a réalisé que sur le marché on se pose pas uniquement des questions sur les formules de déodorant au niveau des ingrédients controversés, donc il a fallu aller sur d'autres produits, puis ça a été aussi une stratégie pour nous de se dire il faut aussi montrer rapidement qu'on n'est pas uniquement sur la catégorie déodorant, ça crée beaucoup de buzz aussi autour de la marque. Et donc on a une architecture de gamme en 2 parties, j'ai envie de dire, à la fois une gamme avec des produits liquides rechargeables, parce qu'on essaie d'être la marque assez éco-responsable, qui accompagne les consommateurs dans leur transition écologique. Donc une gamme liquide rechargeable avec gel douche, déodorant, dentifrice, bientôt shampoing liquide, voilà, les produits du quotidien. Et puis, les crèmes solaires aussi. Et puis, on a une gamme solide, qui est finalement, c'était un peu un pari d'aller sur le solide, parce que beaucoup de personnes nous le demandaient, c'est que 2% du marché, le solide. Donc, quand on regarde les chiffres, on se dit que c'est peut-être pas la meilleure idée d'aller là-dessus. Et en fait, moi, j'ai des valeurs éco-responsables, je voulais aller là-dessus et me dire qu'on utilise moins de plastique au quotidien. Et donc, on a une gamme avec shampoing solide, dentifrice solide, après shampoing solide, maintenant le nouveau déodorant qui est sorti hier, qui est solide. Et en fait, aujourd'hui, c'est de l'innovation dans le produit quand même, de l'innovation dans le produit quand même. C'est ça, c'est beaucoup d'innovation avec des laboratoires partenaires. Et aujourd'hui, c'est quasiment la gamme solide qui se vend le plus. Et c'est ma grande fierté parce que c'est des produits qui sont aussi agréables à utiliser au quotidien. Et les personnes donc reviennent, rachètent et ont des personnes, parce qu'on s'adresse pas du tout à des personnes que j'appelle les green hardcore, qui sont quasiment zéro déchet, qui fabriquent leurs cosmétiques chez eux. Nous, on s'adresse à des personnes qui sont sensibilisées à l'environnement et qui ont envie de consommer mieux, mais qui n'ont pas du tout envie de faire concession sur la sensorialité et la qualité des produits. Et donc, on accompagne les consommateurs dans cette transition écologique en les incitant à utiliser plus de solide et donc moins de liquide. Donc aujourd'hui, c'est une vingtaine de références, 3000 points de vente qui nous distribuent. Et puis on a fait x3 la première année. Et Internet quand même qui reste le canal numéro 1 pour les distributions, pour la vente. Le site Internet qui reste le canal de distribution. En effet, on a vraiment un modèle de distribution hybride. C'était pas ce qu'on souhaitait au début avec Thomas. On pensait se lancer vraiment en étant pure player et en faisant uniquement de la vente via Internet. Et en fait, quand on a fait ce crowdfunding, vu que vous l'avez compris, on est très à l'écoute de notre communauté,
on m'a rapidement dit où est-ce qu'on va pouvoir trouver les produits. Je disais le site internet. Les gens me disaient, je suis hyper réticent à commander en ligne, ça arrive jamais, ma concierge ne me donne jamais mon paquet. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on trouve le moyen de les distribuer quelque part. Et je disais, on a été contacté rapidement pendant le crowdfunding. Monoprix, Sephora, en interne, ils ont quelqu'un qui est responsable d'aller dénicher les pépites, comme ils disent, sur les réseaux sociaux, sur les crowdfunding. Et donc, on a été contacté par Monoprix, par Sephora, par plein de grands acteurs de la distribution pour référencer Respire. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé sur les réseaux sociaux où est-ce que vous souhaitez trouver les produits Respire. Monoprix était ressorti en top 1. Donc, Monoprix est notre premier partenaire, Sephora dans toute la France, dans toute l'Europe, et bien sûr les pharmacies, puisqu'on a eu beaucoup de docteurs en pharmacie qui nous ont contactés, qui nous ont dit, en fait, vos produits répondent à la demande aujourd'hui. Et nous, ça nous apporte en plus une caution médicale, donc on est aussi dans 1000 pharmacies. Je voudrais quand même qu'on dissipe quelque chose, c'est que tu nous parles de lancement, des réseaux sociaux, on a l'impression que tu étais derrière ton écran et puis d'un seul coup, pouf, tu as débloqué 21 000 déodorants. Et il y a un moment, il a fallu passer de l'économie virtuelle, c'est-à-dire du buzz, du truc qu'on a vendu en ligne, etc., à l'économie réelle. Il a fallu les produire, les acheminer, etc. Donc ça, évidemment, c'est un travail que tu n'as pas parlé. Mais il est important de dire qu'il a été mené en parallèle de tout ça. Bien sûr, et c'est quasiment le plus important aujourd'hui. Ce qui se passe dans l'ombre et s'assurer que le business tient, ne pas être en rupture de stock, avoir des produits qui plaisent, c'est super important. Donc très rapidement déjà on s'est structuré, on n'était que 2 avec Thomas, puis on est passé donc à 26. Et il a fallu trouver, donc quand on était en crowdfunding, je vous rassure, on avait déjà trouvé le docteur en pharmacie, la formule était déjà quasiment terminée. Mais donc avant ça, il a fallu trouver un laboratoire. Et là, on était les deux jeunes, 23 et 24 ans, à sillonner les routes de France pour essayer de trouver un laboratoire, un docteur en pharmacie qui nous ferait confiance pour développer cette formule. Je vous avoue que ça a été très dur. Franchement, même si l'entrepreneuriat aujourd'hui est de plus en plus valorisé, de mieux en mieux reçu, il y a beaucoup de laboratoires qui nous ont fermé et claqué la porte en se disant, et je le comprends, c'est qui ces deux jeunes qui veulent révolutionner l'industrie du déodorant? Il y a déjà assez de déodorants sur le marché. Et en fait, on a persévéré. Je pense qu'il faut aussi beaucoup de volonté, de persévérance quand on est entrepreneur, et je suis sûre que vous le savez. On ne se défile pas au premier échec. Donc, on a été voir plein de laboratoires. Et finalement, c'est une docteure en pharmacie en Bretagne, Véronique, qui était à 2 ans de sa retraite, qui cherchait plus que des projets fun, qui avait un laboratoire, qui travaille d'ailleurs avec les plus grands. Donc, elle savait suivre, en tout cas, si on avait besoin de faire beaucoup de quantité. Et elle nous a dit, écoutez, moi, je trouve que votre histoire me touche, donc je vous accompagne. Par contre, c'est 1 an maximum de R&D. Je vous offre la R&D. Incroyable, franchement, ça c'est ma bonne étoile. Et par contre, vous faites la première prod chez moi et c'est minimum 10 000 unités. Elle a fait un beau pari parce que la première production de déo c'était 200 000 unités avec les commandes de Monoprix, Sephora et tout. Donc voilà, on a dû trouver cette docteure en pharmacie et après ça, on travaille plus uniquement juste avec elle, on travaille toujours avec elle, mais on travaille avec beaucoup de laboratoires finalement, une quinzaine aujourd'hui en France. Ça marche comme ça en cosmétique. Il y a les grands, Yves Rocher, ils ont leur usine en interne, mais la plupart des marques travaillent avec des laboratoires partenaires. Et donc, on a la chance aujourd'hui d'être contactés par les plus grands laboratoires qui ont les équipes de R&D les plus innovantes, parce qu'ils veulent travailler avec Respire au vu de la visibilité qu'on a eue. Et c'est d'ailleurs des laboratoires qui m'avaient fermé la porte. Ceux-là, ils peuvent s'en mordre les dents, comme disait l'autre. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'écoute Justine, j'ai l'impression d'entendre une espèce de petit conte de fées. Un truc incroyable. Enfin, ça s'est tout passé mieux que prévu. Bon, à part l'incident que tu nous as parlé. Sauf qu'on n'est pas dans le monde des bisounours centrés sur scène. Voilà, on n'est pas tout à fait dans ce monde-là. Quelles sont les clés du succès de Respire? Parce que c'est pas n'importe qui même avec quelques milliers de followers sur un réseau social, peut du jour au lendemain créer sa boîte et connaître ce succès. Qu'est-ce qui a vraiment fait ton succès, le succès de Respire? Les clés du succès de Respire, alors j'en ai déjà un peu parlé, mais je résumerai vraiment 3 points. Le premier, c'est une marque, c'est la marque. Une marque qui est engagée, qui est incarnée d'ailleurs, et donc qui a créé cette confiance, cette proximité. Et donc la marque, en fait, on vend des produits, mais on va au-delà que de vendre des produits. On vend une mission. Sur tous nos produits, s'il y a des consommateurs Respire dans la salle, il y a une petite phrase en anglais qui dit « Your body is magic, take care of it ». On le disait, je suis une passionnée de sport. En fait, j'ai une conviction profonde, et dans l'équipe on l'a aussi, mon associé pareil, c'est que notre corps, il est magique. Il nous permet de faire plein de choses dans la vie, que ce soit du sport, des activités physiques, manuelles, de l'entrepreneuriat, des activités professionnelles, de la cuisine, tout ce que vous voulez. C'est notre corps qui nous permet de le faire. Mais on n'a qu'un corps pour toute la vie, donc il faut qu'on en prenne soin. Et en fait, c'est vraiment le message qu'on essaye de faire passer. Moi, ma vie a complètement changé à partir du moment où je me suis mise à courir, à partir du moment où j'ai passé mes premières lignes d'arrivée, et que j'ai réalisé à quel point mon corps, c'est une machine, quoi. Il est capable de m'emmener au bout de 42 km, et puis finalement de remarcher le lendemain.
Et ça m'a fait aussi prendre conscience que mes limites, en fait, les seules limites que j'ai, c'est celles que je m'impose. Mais je peux aller dépasser mes limites si j'y vais step by step. Donc c'est aussi ces messages-là qu'on essaie de faire passer à notre communauté au quotidien. Donc ça, je dirais que c'est une des premières clés du succès. C'est la marque et tous les messages qu'on essaye de faire passer. Le Respire Express hier, le Respire Project, le Respire Running Club. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'on met plein de projets en place pour impliquer notre communauté, toujours avec des projets où le corps humain est impliqué. La deuxième clé du succès, c'est les produits. Clairement, une marque, elle peut être belle, elle peut raconter ce qu'elle veut. Si les produits sont pas bons, ils plaisent pas, il y aura pas de repeat derrière. Donc pour aller plus loin, et d'ailleurs ça fera parler aussi de la communauté, récemment, pour s'assurer d'avoir des produits qui plaisent et qui vont se vendre, on a créé, début 2021, une communauté dans la communauté qui s'appelle La Ruche. La Ruche, c'est quoi? C'est aujourd'hui 400 testeurs, donc c'est un groupe Instagram privé, où c'est 400 personnes qui ont été sélectionnées minutieusement, et puis vous envoyez une vidéo pour candidater, pour montrer la motivation. Et ces personnes-là font partie de la co-création de la marque. Donc en fait, tous les jours, on parle avec La Ruche sur les réseaux sociaux pour leur présenter les futurs produits qu'on va développer. J'ai vu aujourd'hui un post passer pour demander quel futur produit vous voulez. Est-ce que c'est une crème, un stick à lèvres? Est-ce que c'est tout type de produits. Et cette communauté, elle vient même dans nos bureaux à la Maison Respire récupérer des petits échantillons à chaque fois, des formules qu'on développe pour les noter et voir nous si on est sur la bonne voie ou si on lance ce produit-là, cette formule-là, ou si on la retravaille. Et donc, ça nous permet en fait de développer uniquement des produits, de sortir uniquement des produits que la communauté demande. Et on fait des sondages à chaque fois à cette communauté. Si on n'a pas minimum 4,5 sur 5 en notation des produits, des formules, on ne lance pas le produit. Donc en fait, ça rajoute quelque chose dans le process. Et donc c'est ça, cette deuxième clé du succès, s'assurer d'avoir des produits qui plaisent, qui sont en lien avec nos valeurs, notre ADN éco-responsable et tout ça. Et la troisième clé du succès, c'est le modèle de distribution hybride qui nous permet d'être à la fois sur Internet et donc en relation directe avec notre communauté, mais aussi en retail. Pardon, on met tout le pays. Oui, après, il faut des signes partout là. Je vais pas tarder. Mais je crois qu'il y a un frein. Voilà. Et donc, le modèle de distribution en retail, où en fait, être chez Sephora, chez Monoprix, bientôt Marionneau, Nocibé, toutes les pharmacies, ce sont des canaux d'acquisition pour la marque. Tu nous as parlé de crowdfunding, de coworking, de story, de followers, de likes et de tout ça. Bref, c'est la nouvelle économie. Voilà. Et Justine l'incarne avec réussite, avec brio. Merci infiniment. Merci à vous. Il est l'une des étoiles de la gastronomie française, le chef le plus étoilé du monde. Il est à la tête d'une trentaine de restaurants dans une dizaine de pays, des grandes tables mais aussi des bistrots ou des brasseries. Il est à New York, à Tokyo, à Londres, entrepreneur hyperactif, fourmillant d'idées. Il crée des manufactures, il anime Good France chaque année en mars, il préside au destiné du réseau des collectionneurs, 500 hôtels et restaurants indépendants haut de gamme dans toute l'Europe. Il a fondé une maison d'édition spécialisée dans les ouvrages culinaires, sans oublier bien sûr des écoles, tant la transmission du savoir lui tient à cœur, la passion, le plaisir, le partage, mais aussi la performance, l'audace, l'excellence sont quelques-unes des 12 valeurs que défend ce très grand monsieur de la cuisine française. Je vous prie d'accueillir, mesdames, messieurs, monsieur Alain Ducasse. Même petit jeu qu'avec Justine tout à l'heure, on va vous demander de choisir le sujet que vous souhaitez que nous abordions, Alain Ducasse et moi-même. 3 sujets que nous avons identifiés et que nous a proposés Alain Ducasse. Je vous les propose donc. Savoir anticiper, relever le défi de l'emploi, relever le défi de la proposition. Je reprends les 3 thèmes. Savoir anticiper, le défi de l'emploi et le défi de la proposition. Vous votez sur l'adresse internet qui s'affiche sur l'écran ou vous scannez le QR code depuis votre place et cela nous donnera le sujet que vous souhaitez voir abordé cet après-midi avec un indicateur. Et le résultat est... Suspense. Allez, le choix
de la salle cet après-midi. Alors, on est bien avancé là. Je crois qu'il y a eu un bug. Justine. Ah, voilà. Anticipation. C'est votre choix majoritaire. Alain Ducasse, bonjour. On est vraiment ravis de vous avoir avec nous cet après-midi. Quand on parle d'anticipation, c'est évidemment en référence à la crise qu'on a connue. A contrario, il est difficile de l'anticiper. Et pourtant, ouais, il y a une histoire de réaction, mais et pourtant, anticiper, voir plus loin, continuer de développer en permanence, avoir de nouvelles idées, c'est un peu votre credo. Et ça depuis tout à l'heure. On n'a jamais autant développé que pendant ces 18 derniers mois, parce que c'est pas parce qu'on est dans la crise, c'est parce qu'on a décidé de ne jamais avouer que nous étions dedans. C'était avec une vision mondiale, puisque je suis dans une dizaine de pays sur plusieurs continents, il fallait que depuis Paris, puisque c'est mon siège social, qu'on donne le tempo et que nous anticipions pour montrer que nous étions acteurs, nous n'étions pas en train de subir. Donc, être acteur, ça veut dire qu'il faut prendre des décisions, et ça veut dire qu'il faut démarrer de nouvelles activités qui sont susceptibles de compenser les endroits où nous avons perdu 62% de chiffre d'affaires sur l'ensemble du groupe en 2020. Nous allons remonter à 50%. Nous sommes toujours là. Nous y croyons. Donc, nous avons démarré de nouvelles activités que nous n'aurions pas démarré, que nous avions anticipé. J'avais imaginé qu'il fallait nourrir davantage de monde de manière plus éthique, de manière plus durable, de manière plus accessible en prix. Bien, nous l'avons fait. Voilà, donc, c'est ne jamais subir. C'est pas d'anticipation, c'est une réaction immédiate. Parce qu'on ne peut pas imaginer que dans cette crise qui dure, on a des devoirs, être aussi créatifs, d'embarquer des jeunes collaborateurs qui ne viennent pas de mon univers, qui se sont opposés à ce que je pensais. Voilà. En fait, il faut oser entreprendre et oser bousculer des habitudes dans lesquelles nous installons, parce que habitude, je dis souvent et toujours, habitude, c'est synonyme de mauvaise habitude. Il n'y a pas de bonnes habitudes qui s'installent, il n'y a que de mauvaises habitudes qui perdurent. Pendant ces 18 mois, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Donc, restaurant fermé pour. J'ai fait la liste. Pendant une bonne période, mais effectivement, des exemples de ce que vous avez pu faire dans cette période. Nous sommes occupés des soignants. Ouais, nous avons servi 10 500 repas entre la Pitié-Salpêtrière et Pompidou jusqu'au moment où on a commencé la baisse des hospitalisations et que les hôpitaux étaient un peu, non pas surremplis, mais ça commençait à baisser. Donc ça, on s'est occupé de... Bon, d'abord, j'ai sollicité des producteurs qui subitement, quand tous les restaurants sont arrêtés, se sont retrouvés avec des côtes de veau de Normandie, des volailles de Bresse, des canards de Chaland, enfin voilà. Donc je leur ai expliqué que plutôt que de les stocker, quand leur congélateur allait être plein, puisque les restaurateurs n'étaient pas ouverts, on allait en profiter pour servir 10 500 repas au milieu hospitalier. Ils se sont régalés. Tout le monde, des collaborateurs qui normalement devaient être payés pour ne rien faire, je les ai convaincus que c'était bien de travailler pour la communauté des soignants. Donc on a fait notre job parce que c'était notre participation pour aider ceux qui ne désignaient pas, et surtout je connaissais le professeur Zmilowski qui était qui avait le plus grand centre de réanimation à Pompidou. Très sincèrement, je pense que ça les a aidés de bien manger, en tout cas de manger mieux, ça les a réconfortés dans une mission quotidienne qui allait souvent de proche de 20 heures par jour. Enfin voilà, j'étais très content de cela. Alors, ensuite, d'abord, on a fait ça. Ensuite, on a imaginé qu'il fallait continuer à faire revivre nos producteurs, nos éleveurs, nos maraîchers, nos ramasseurs de champignons, etc. Donc, on a imaginé qu'on allait livrer. Donc, on a fait du click and collect. On a livré de manière durable, puisqu'on a participé à animer des vélos, des tricycles pour aller livrer de manière différente, et nous avons livré pendant des mois, ce qui nous a permis de continuer à acheter des carottes, du veau, des canards, et de livrer. Ensuite, nous avons ouvert pendant ce temps, parce qu'on n'a finalement rien arrêté, nous avons ouvert en visio 2 restaurants à Kyoto, nous avons continué à rester en contact avec nos 500 hôteliers, restaurateurs européens, nous avons continué à leur parler. Nous avons cessé de leur envoyer des factures de cotisation. Bien sûr, ça fait un trou dans le budget, mais ça a créé
de cette communauté davantage de cohésion, davantage d'attention, davantage d'entraide. Ils se sont parlé. La vision, cela est devenu un nouveau moyen de se connaître, de se parler, ce que finalement était encore plus performant que par le physique. Oui, on a démarré une activité de glace, La on a démarré de café, dont on va parler tout à l'heure. voilà, on a démarré de nombreuses activités. J'ai beaucoup dit, la difficulté, c'est que dans cette période, on avait besoin d'un partenaire qui est venu nous permettre de rester la tête hors de l'eau. Je suis toujours majoritaire de mon groupe, mais c'est parce qu'on a osé qu'on a réussi à le faire, et c'est parce qu'on n'a pas subi, en fait, c'est parce qu'on a décidé de continuer, de ne jamais arrêter. C'est ça la clé. Depuis la fin du printemps, ça y est, l'activité a repris, les restaurants ont rouvert. Comment se passe la reprise dans Ça se vos restaurants? passe avec des collaborateurs qui ont décidé de rester en province, qui n'ont pas décidé de monter à Paris, puisque la majorité des activités françaises sont à Paris. Ils ont décidé de vivre différemment. Et pourquoi pas? Donc, on va aller chercher d'autres collaborateurs, certainement venus de divers horizons. Finalement, il faut décider que cela est positif. Et vous êtes, vous, monsieur Alain Ducasse, malgré tout et malgré votre renommée, confronté à des difficultés de recrutement et à des gens qui, effectivement, quittent le bateau et c'est pas si facile de les remplacer. D'autre part, nous avons des écoles. Aux Philippines, nous avons ouvert pendant le confinement une école à Meudon, où j'ai accueilli lundi 24 nationalités, 70 élèves. Donc nous avons 320 élèves avec 74 passeports différents. Donc nous avons bon espoir que ces stagiaires longue durée vont nous rejoindre. Voilà, nous avons imaginé une autre manière de trouver des collaborateurs. Des Philippines, nous sommes consultants sur la compagnie du Ponon. 70 des élèves formés à Manille vont rejoindre le bateau. Certainement que les meilleurs nous rejoindront. Voilà, nous avons réinventé notre manière de trouver d'autres collaborateurs venus d'horizons différents. Voilà, c'est un métier extraordinaire qui nécessite beaucoup de concessions, parce que pendant que les clients sont chez nous, eh bien nous sommes au travail. Donc ce sont des périodes décalées par rapport à la vie normale. C'est un métier passionnant, mais c'est vrai que les jeunes, il faut leur donner attention, il faut leur donner un intérêt pour leur travail, il faut les payer. Justement, il faut les accompagner. Donc, nous le faisons, nous en sortons, je pense, mieux que les autres, parce que nous avons l'orientation, nous étions dans l'anticipation, nous sommes dans la formation, nous sommes dans l'écoute. Voilà, donc, sincèrement, ça se passe plutôt bien, nous allons en sortir. C'est une décision du matin, en fait. C'est un métier passionnant, vous disiez, c'est un métier passionnant, c'est aussi un métier, un secteur d'activité qui est très fort, très puissant, très emblématique de la France, la restauration, l'hôtellerie-restauration. Oui, mais bizarrement, à cette période, McDo a progressé, alors que la restauration intellectuelle a régressé. Donc il s'agissait d'avoir la capacité de répondre de la livraison. Et d'ailleurs, lundi, j'ai ouvert un restaurant végétarien au juste coût. Le juste coût, c'est moins de 25 à 30 euros pour déjeuner, qui est la finalité de mes producteurs, puisque c'est un restaurant où nécessairement on a l'attention portée pour une nourriture plus saine pour l'individu, pour la personne, meilleure pour la planète, au plus juste prix. Est-ce que nous l'avons fait si la crise n'avait pas été là? Certainement pas, nous n'aurions pas pris le temps de le faire. C'est non pas dans la contrainte, mais c'est l'attention portée à nourrir plus de monde. J'ai une image de restaurateur ou de cuisinier de haute gastronomie. Bien, cette haute gastronomie, elle peut redescendre au plus près du consommateur du quotidien, dans ce restaurant, dans ce lieu qui s'appelle Sapid, du latin sapidus, des choses qui ont du goût. Tout est en deuxième usage. Donc, il est possible de recycler l'ensemble des éléments de ce lieu de restauration qui est un réfectoire où tout a été déjà utilisé une fois. C'est pour démontrer que cela est possible. Nous ne l'aurions pas fait si vous n'aviez pas été obligé de réfléchir différemment. Mais ce qui ne nous empêche pas d'avoir ouvert un restaurant au château de Versailles en même temps. C'est-à-dire l'attention que l'on porte à chaque détail qui participe à une expérience gustative. Nous y avons la même passion, la même attention. Et les jeunes collaborateurs qui nous rejoignent, finalement, c'est ça qu'ils aiment par-dessus tout, c'est de participer à créer des choses
qui n'ont pas encore existé. Donc nous sommes puissants en R&D. Nous avons, je suis celui qui porte la vision. Je suis celui qui entraîne les équipes. Je suis celui qui accompagne. J'ai une passion complète pour la transmission. C'est pour ça que je suis éditeur, vous l'avez dit. C'est pour ça que j'ai des écoles. C'est pour ça que nous sommes dans la création permanente. Voilà, merci de m'avoir extrait de mon quotidien. Vous êtes quelqu'un de très ouvert, on l'a dit, vous êtes présent dans le monde entier, donc nécessairement ouvert aux autres cuisines, aux autres formes de culture. Le fait que vous ouvriez un restaurant végétarien est tout de même quelque chose qui n'est pas banal. Vous n'imaginez pas, même peut-être probablement il y a 3 ou 4 ans, vous n'imaginiez pas que vous alliez ouvrir un restaurant végétarien. C'est finalement en vous imprégnant de toutes les cultures, de toutes les tendances, de toutes les demandes. C'est un virage que j'ai pris en 2014. J'ai créé le thème de la naturalité. Nous avons écrit 2 ouvrages avec Romain et Jessica, la pâtissière. Nous avons enlevé du sucre, du gras, du sel, de la protéine animale. Et quand on mange la protéine animale, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas manger de viande. Je suis en train de dire qu'il faut en manger moins, de meilleure qualité. Il faut que l'éleveur soit rétribué, non pas pour survivre de son travail, mais pour en vivre correctement. Donc c'est mieux, moins de gras, moins de sel, moins de sucre. Je pense que la planète se portera mieux si on a cette attention, et c'est la démonstration que nous avons fait au plus haut niveau de gastronomie, jusqu'à nourrir le consommateur normal, c'est-à-dire qui peut dépenser entre 10 et 25 euros. Et mon prochain défi, c'est de créer un burger végétalien qui s'appelle les Burgal. Comme son nom l'indique, c'est un burger végétal qui sera certainement en place d'ici la fin de l'année. Et on pourra manger donc à moins de 10 euros. Donc mon défi, c'est finalement de nourrir avec la même attention d'une nourriture de rue jusqu'à la plus haute gastronomie qui est, comme la haute couture, l'excellence à la française, qui participe aux arts qui fait participer les arts de la table, la ville, puisque nous sommes dans une région que j'adore particulièrement, le sud, la Bourgogne. Voilà, avec la même attention de chaque détail. Pour satisfaire le consommateur, d'où qu'il vienne, quel que soit son budget, nous avons une passion pour lui donner le meilleur. C'est ça mon métier. Avez-vous le sentiment que la crise qu'on vient de traverser là pendant 18 mois a, comme certains le pensent, l'écrivent, accéléré une sorte de prise de conscience autour du bien manger, autour de la nécessité de s'approvisionner en produits locaux, de développer les circuits courts, les produits sous label, les produits de qualité, enfin autrement dit, de consommer et de s'alimenter différemment et probablement un peu mieux. Oui, la réponse est oui, mais après avoir été séparés, les hommes et les femmes ont été séparés, maintenant il y a à nouveau envie de partager la table, la notion de commensalité, de partage, d'échange autour de la table, c'est une fonction rare que seuls les peuples du Sud, pour la plupart, ont gardé comme une habitude, d'où le classement à l'UNESCO de la manière des Français de partager, de se rassembler avec les Français, quand ils passent à table, ils parlent de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils ont mangé la semaine dernière, de ce qu'ils vont manger la semaine prochaine, de ce qu'ils vont bu. Cela, il faut le garder. Il paraît que c'est à ça qu'on connaît un Français. Hein. Oui, mais c'est bien, ça fait partie de qui nous sommes. Et il faut le partager avec le plus grand nombre. J'ai aidé à ce que les Japonais fassent la même chose dans le classement de leurs habitudes alimentaires, parce que aussi ils ont intérêt vraiment de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils boivent. Ils boivent de vin, mais ils boivent du saké. Donc voilà, je pense que cette notion d'attention portée, de partager, de l'échange, je répète, de la commensalité, du partage, c'est certainement une manière d'apaiser les relations entre les peuples, c'est la manière de les réunir autour d'une table. Et autour de la table, il m'est arrivé de faire des dîners, d'ailleurs pour Goût de France, quand j'ai réuni un certain nombre de pays avec les ambassadeurs, certains pays étaient en guerre, le temps du repas, le temps du partage, la paix était autour de la table. Et je trouve que c'est une force incroyable de pouvoir réunir et d'apaiser le temps d'un repas. D'ailleurs, c'est le cas souvent dans les repas de famille. Les familles ne sont pas toujours d'accord, mais le temps du repas, ils sont d'accord. Goût de France, on peut peut-être faire une parenthèse d'ailleurs, parce que donc, Goût de France, ça s'écrit comme ça, ou on peut le prononcer à l'anglais, Goût de France. Quelle était l'idée et comment ça marche cette affaire? Oui, Laurent Fabius, c'était pour démontrer que seule la France était capable, dans plus de 130 pays, de réunir le même jour pour un dîner, où les ambassadeurs invités, ou les restaurants qui avaient
l'essence et l'ADN de la cuisine française partout dans le monde pouvaient servir un repas avec une entrée, une attention portée pour les vins français, avec un dessert, avec du champagne éventuellement, etc. L'idée de partager dans l'esprit de la gastronomie française, puis ça continue, ça continue par le Quai d'Orsay, ça continue, mais c'est avec Laurent Fabius que nous avions démarré ça, c'est pour montrer que l'art de vivre, le savoir-faire à la française autour de la table était essentiel et que nous sommes certainement le seul pays capable de fédérer plus de 130 ou 140 pays pour s'asseoir le même jour et pour partager les mêmes valeurs de partage et de savourer une cuisine dont l'ADN était à la française. Vous évoquiez tout à l'heure le repas gastronomique des Français, donc je vais rebondir là-dessus, donc est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2010. Je vous rappelle quelque chose, parce que pour l'instant ça ne bouge pas beaucoup, c'est une promesse de Sarkozy. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous faites à Dijon. Ah, on va y venir, mais cette inscription du repas gastronomique des Français, on peut le voir toujours sous deux aspects, une inscription à l'UNESCO. C'est la reconnaissance d'un art de vivre, d'un produit de très grande qualité, etc. C'est aussi, on peut le voir avec le verre à moitié vide, si je puis dire, c'est aussi le signe que c'est un bien, en l'occurrence immatériel, en danger, menacé. Ça veut dire qu'il faut le rendre contemporain. Cette notion de partager n'a jamais été aussi actuelle, bien que l'ADN originel soit plutôt dans l'idée passéiste, mais de partager aujourd'hui, c'est une valeur nouvelle, puisqu'après 18 mois de confinement, de relations à travers des écrans, à nouveau, plus que jamais, les gens ont envie de se réunir, de partager. Et je pense que cet enracinement, cet ADN de la manière française de manger, de partager, n'a jamais été aussi vrai aujourd'hui et pour demain. Enfin, voilà, on le voit partout, cette appétence pour se retrouver. Enfin, c'est très... les hommes et les femmes de cette planète, ils ont besoin d'échanger, de partager, de se réunir. Et nous avons la chance d'être dans un métier où, effectivement, la nourriture de qualité, elle est nécessaire partout dans le monde, et l'attention portée par les hommes et les femmes qui habitent cette planète de mieux se nourrir, elle est partout. Alors, on peut imaginer que le tempo de la gastronomie et des manières de table est toujours et encore donné par la France. Vous avez répondu partiellement à ma question tout à l'heure concernant ce qui resterait de cette crise, les leçons qu'on peut tirer de cette crise, retour du partage, de l'envie-proximité, ça on l'a évoqué. Est-ce que les producteurs locaux, les circuits courts, l'approvisionnement de proximité, qui est un des sujets sur lesquels vous êtes engagé, mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui va durablement s'installer dans nos habitudes? La réponse est oui. C'est engagé, pas uniquement en France, partout dans le monde, attention portée à plus de proximité, à plus d'attention à ce que l'on mange. Manger est un acte citoyen, c'est-à-dire manger, c'est beauté. De ce que l'on mange, c'est un acte économique fort de manger moins idiot, de ne pas acheter un avocat qui vient du bout du monde, voilà, regardez. C'est pas gagné. Hein. Ou les fraises en janvier. Oui, mais c'est pas gagné. Parce que finalement, dans les supermarchés aujourd'hui, il y a tout, partout, toute l'année, à n'importe quel prix. Et voilà, la proposition est là. Donc, c'est de ne pas être tenté de manger n'importe quoi. Il faut regarder, manger moins idiot. Donc, il faut que les parents fassent davantage attention. Il faudrait que les écoles fassent aussi attention à nourrir moins mal les jeunes enfants, parce que finalement, la santé, ça commence là. C'est là que les enfants commencent à manger mal, à prendre de mauvaises habitudes alimentaires. Cela n'est pas aisé parce qu'il y a toujours une notion de coût. Ça coûte un peu plus cher de manger mieux à la cantine. C'est une décision. Il y a un message aux municipalités ou aux maires. Il faut certainement rajouter quelques euros pour mieux nourrir nos enfants. Vous évoquez les supermarchés, la grande distribution qui reste tout de même le lieu où la plupart des Français s'approvisionnent. D'autre part, on n'a jamais aussi bien mangé en France. On n'a jamais eu d'aussi bons produits dans la grande distribution. Absolument. Partout. Absolument. Et le discours que vous tenez et que tiennent les chefs et que tiennent toutes les personnes de bon sens, est-il entendu? Est-il suffisamment entendu de votre point de vue? Est-ce que
on mange mieux. Est-ce que la malbouffe existe toujours? Oui, mais la décision de mieux manger, elle appartient à chacun. Aujourd'hui, on peut tout savoir, surtout d'où ça vient. On peut tout comparer. C'est une décision, en fait. Le matin, on peut décider pour le même prix ou quasiment le prix de bien nourrir sa famille ou de la nourrir sans attention. C'est une décision du matin. Parce que l'information est à la disposition de tout le monde. Et les chefs ont un rôle majeur à jouer dans ce rôle de pédagogie, de conviction, parce qu'il s'agit de convaincre et d'expliquer. Oui, d'abord, il faut qu'ils soient acteurs de leur proposition. Oui. C'est vrai qu'un restaurant qui sert du bœuf de Kobe, il y a pas vraiment d'intérêt, mis à part d'aller au Japon pour le manger. Là, je pense que de faire traverser des kilos de bœuf, de penser déjà combien ça coûte à la planète, et en plus 10 000 km d'avion, ça n'a pas de sens. Mais ça, c'est votre décision. Manger des bœufs français plutôt que d'aller manger des bœufs importés, d'où qu'ils viennent d'ailleurs. Vous êtes entrepreneur qui a beaucoup entrepris, beaucoup créé. Je voudrais, devant ce parterre de chefs d'entreprise et d'acteurs économiques, qu'on évoque cette dimension de l'entreprise en France, de créer son entreprise en France. Est-ce que vous avez le sentiment, vous qui connaissez l'économie de beaucoup de pays du monde, que nous sommes dans un pays où il est aisé, intéressant, plaisant de créer son entreprise et son activité? Ce n'est pas plus difficile qu'ailleurs, et dans cette crise, on doit avouer que la France a été le pays le plus actif pour soutenir à la fois les salariés et soutenir les entreprises. Ensuite, les États-Unis, ils ont moins aidé les employés, plus aidé les entrepreneurs. Et très sincèrement, Bruno Le Maire et le gouvernement, ils ont fait le meilleur travail. Alors, est-ce que ça, c'est jamais assez? Est-ce qu'ils ont fait le boulot comparé aux autres? Oui, ils ont fait le travail. Qu'est-ce qui continue de vous motiver, de vous pousser à créer encore, toujours, à innover, à inventer de nouveaux concepts, à tester de nouveaux concepts aussi, à annoncer? De la restauration, je suis passé, j'ai porté une attention sur le chocolat, j'ai une manufacture de chocolat, c'est-à-dire je manufacture des fèves de cacao jusqu'au bonbon. Je fais la même chose pour le café, je fais la même chose pour les glaces, je ferai certainement la même chose de même pour les biscuits. C'est une espèce d'orientation de la restauration qui reste mon cœur de métier à l'alimentation de produits de consommation courante, parce que le café, le chocolat, les glaces, les biscuits, voilà, avec la même attention, voilà, pour certainement être moins à risque si demain une nouvelle crise arrivait qui vient perturber mon métier originel qui est de restaurateur. Mais j'ai aussi de l'enseignement, des éditions, un réseau d'hôtels, donc je suis dans mon écosystème. Et tout ça nourrit l'ensemble de mes activités. Ça représente combien de personnes aujourd'hui? Oui, quelle diversité incroyable d'activités et de métiers. Et je reste toujours dans mon cœur de métier. Je nourris des hommes et des femmes. Je leur enseigne mon métier. Je m'occupe que du strict périmètre entre la restauration et l'alimentation, de transmettre, d'apprendre, de nourrir, de former, d'écouter. C'est ma passion d'identifier des jeunes collaborateurs qui ne viennent plus nécessairement de mon métier originel parce qu'ils vont m'apporter autre chose. Ils ont 30 ans, ils ont un regard différent. Je pense que ces 18 mois que nous venons de passer nous a permis d'aborder l'avenir de nos métiers différemment. Il ne faut pas prendre peur, il faut entreprendre. Il faut prendre les collaborateurs qui vont vous contrarier. Il faut accepter. Vous aimez être bousculé? Oui, bien sûr. Enfin, je dis, j'en ai marre que vous soyez d'accord avec moi. Je vais engager les collaborateurs qui ne le sont pas. Et quand ils ne viennent pas de notre industrie, finalement, ils ont une vision différente. Et là, c'est des exercices que je fais en ce moment. On engage quasiment que les trentenaires. Oui. Cette jeunesse, vous savez que c'est l'un des fils rouges de notre journée, de cette université d'été du MEDEF. Cette jeunesse, elle vous donne aujourd'hui des raisons d'espérer, en tout cas, sur l'avenir d'une alimentation plus respectueuse, plus saine. Toutes ces générations, ils sont très attachés à manger mieux, précautionneux, de la planète, indissociablement. Qu'est-ce qu'on mange doit être bon pour la santé, bon pour la planète. C'est ce que je porte depuis 7 ans de manière active. Ça y est, ça descend. Et l'acte
la prise de conscience est actée partout dans le monde, ça ne va pas s'arrêter. Oui, la cuisine durable, ou en tout cas la cuisine éthique et durable. Effectivement, c'est votre réseau. Vous aviez d'ailleurs créé le Collège culinaire de France pour cela. C'est un réseau. Voilà, où on est ce collège aujourd'hui. C'est un réseau de 3000 adhérents, c'est 1 euro par jour, qui fédère des hommes et des femmes qui sont restaurateurs, qui sont dans les métiers d'alimentation, qui sont vignerons, qui participent. C'est une communauté en fait, ce n'est pas un syndicat, on ne défend rien, on est ensemble pour démontrer, pour s'aider, pour s'entraider. Nous portons les mêmes valeurs, ils portent les mêmes valeurs, j'en suis le président, ça a été créé par des grands chefs, mais c'est pour servir l'ensemble d'une profession. C'est un réseau national de 3000 personnes. Et voilà, on se parle, on s'aide, on s'entraide, on parle des mêmes choses. On a une convention dans quelques semaines. Voilà, on est toujours très heureux. Il y a des actions régionales. En fait, c'est pour davantage de civilité, pour davantage d'échanges. Ce que le Collège culinaire de France vous apporte, c'est ce que vous apportez, c'est qui vous êtes. C'est une communauté. Nous n'avons aucune aide ni gouvernementale ni de partenaires. Nous sommes autonomes. Nous existons par nous-mêmes. Nous sommes des artisans, des hommes et des femmes autour des métiers de l'alimentation et de la restauration. Qu'est-ce que ces professionnels de l'alimentation et de la restauration peuvent faire pour contribuer à la transition écologique dont on parlait tout à l'heure avec Geoffroy? C'est quotidiennement l'action qu'ils mènent à côté de chez eux. C'est l'attention. D'ailleurs, le restaurant Sapic que j'ai ouvert lundi, il est le fruit de 17 producteurs de légumes et de protéines végétales, puisque ce restaurant, il est à 95% végétarien. Seuls quelques poissons de pêche durable, pour l'essentiel des poissons bleus, servent d'assaisonnement. Et j'ai invité ces producteurs, ces éleveurs. Il n'y a pas d'éleveurs puisqu'on n'élève pas de poissons. J'ai invité ces gens à venir découvrir de quelle manière j'allais servir leurs produits. Donc on est dans une communauté en fait. Je veux vous expliquer que dans ce lieu où tout est en deuxième usage, à quoi les produits que nous cultivez, avec le juste assaisonnement, moins de gras, moins de sel, moins de sucre, la gestion cuisson, c'est une chef péruvienne, c'est une hôtesse tunisienne, c'est un directeur de moitié français, moitié algérien, qui ont la clé de l'établissement. Je suis très confortable, ils ont tous moins de 30 ans. Voilà, c'est une nouveauté, hein, puisque c'est un réfectoire. C'est pour démontrer que vous pouvez manger sainement, au meilleur coût, en faisant très attention à la planète. Et c'est une démonstration. Est-ce que vous en avez marché? Je ne sais pas. Je serai dans 100 jours à la fin de l'année. Oh, on a garde de doute, à vrai dire. Je ne sais pas, c'est très, très nouveau. Et c'est nouveau aussi cette relation que vous évoquiez entre le restaurateur et les producteurs, c'est-à-dire cette façon de travailler ensemble, de construire ensemble les choses. Oui, on est dans la même communauté. Oui. Nous allons vers la même direction. Il n'y a que nous qui pourrons nous aider. On ne va rien attendre de personne, en fait. Hormis les aides gouvernementales, il ne va rien se passer. C'est à nous de nous prendre en charge. C'est à nous de faire école. C'est à nous d'évangéliser une population qui nécessairement doit venir vers nous pour se nourrir dans cet esprit de moins de gras, de sel, moins de sucre, moins de protéines animales. Je n'ai pas dit qu'il n'en fallait pas. J'ai dit que l'orientation, si on voulait que cette planète puisse se nourrir les milliards d'individus qui vont arriver d'ici 2050, il faudra se nourrir différemment. Donc, très clairement, c'est le tempo que nous donnons. Alors Sapid, donc ce restaurant, c'est votre toute dernière actualité. Il y en a d'autres, parce qu'il y en a tout le temps dans le groupe à la Ducasse. Quels sont les autres projets ou les autres c'est le burger actualités? végétal. Un burger végétal, donc on devrait pouvoir se nourrir à moins de 10 euros. Ça devrait satisfaire ce qui est nécessaire pour déjeuner pour un adulte de corpulence normale. Nous allons essayer. Donc, c'est un burger vegan, il n'est même pas végétal, il est vegan, donc on n'a pas de protéines animales. Voilà, ça devrait satisfaire à toutes les religions, à toutes les allergies. Est-ce qu'on va y arriver? Je le pense, je le crois. Avec cette idée effectivement que c'est le plus grand nombre. Un plat et un milieu accessible.
qui tranche un peu avec l'image que vous portiez, qui était celle d'un chef multi-étoilé. Et donc, je dois servir à toute mon industrie, c'est-à-dire l'industrie, nous sommes une industrie. Il y a la haute couture, mais l'industrie de la restauration, finalement, la face visible, l'iceberg, c'est ce qui brille, c'est ce qui est au-dessus de l'eau. Et en fait, l'entreprise de la restauration, dans le sens large du terme, c'est une industrie. Donc, je dois servir à tout le monde. Je dois pouvoir nourrir tout le monde. On évoquait avec Justine Hutto tout à l'heure le développement des entreprises sur les réseaux sociaux. On l'a vu avec cette jeune femme qui incarne de façon très puissante son projet. Dans la restauration aussi, c'est depuis un certain nombre d'années, avec les émissions de télévision, avec un certain nombre de personnalités qui sont sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est bon? Quel regard vous portez sur cette starisation en quelque sorte de la cuisine? Il y a plein de métiers d'artisans qui seraient parfaitement heureux. On parle d'eux à la télévision. Enfin, les nouveaux métiers qui vont arriver, la charcuterie, ça y est, c'est dans un rêve. Les pâtissiers, c'est fait. Les boulangers, c'est en route. Les cuisiniers, c'est fait. Et voilà, donc, plus on parle d'un métier, mieux le métier se porte. Donc je suis très content que les médias s'intéressent, les réseaux sociaux s'intéressent à notre industrie. Sur la starisation, vous n'avez pas complètement répondu à ma question. C'est important qu'il y ait des stars, il n'y a pas de stars. Des personnes qui incarnent et qui se mettent très en avant. La haute gastronomie française permet de regarder de l'extérieur, du monde entier, que d'abord, le président Macron aime à dire le cinéma c'est Hollywood, la gastronomie c'est la France. Et je trouve qu'il faut se réapproprier cette idée que la gastronomie c'est la France, les vins c'est la France, la gastronomie, les vins, l'harmonie entre les métiers de vin, la hiérarchie d'un grand repas à la française, c'est comme ça. Nous avons commencé avant, nous avons l'intention de rester les leaders. Et en cela d'ailleurs, j'oublie un projet que j'ai qui démarrera le 10 novembre, j'ai invité le grand chef Albert Adria à venir cuisiner avec moi à partir du 10 novembre. Nous ferons 100 représentations, 100 déjeuners, 100 dîners de très haute gastronomie. Donc un restaurant des vins français. C'est une co-création d'une très haute gastronomie franco-espagnole, je dirais franco-catalane, et la capacité de démontrer que finalement c'est européen, c'est sous le tempo français, c'est moi qui l'ai mis, mais c'est une proposition européenne de haute gastronomie avec des vins français et des vins espagnols. C'est une production de 100 déjeuners, de 100 dîners qui démarre le 10 novembre sous le haut parrainage du président de la République, à tel point pour démontrer qu'en ce début de la présidence de l'Europe de la France au mois de janvier, nous avons la capacité, nous, Français, de démontrer que nous sommes les leaders européens en termes de gastronomie. On va essayer de le faire. Ça démarre le 10 novembre. Almo, ça veut dire Adrien Ducasse, Méder, qui est mon chef, aux Hommes, qui est le restaurant du dernier étage, musée du Quai Branly, qui a été dessiné par Jean Nouvel, donc c'est un lieu emblématique. Ça n'est plus juste à côté de la Tour Eiffel. C'est une démonstration de la capacité d'intégrer notre culture. En fait, c'est un projet culturel. C'est-à-dire, oui, on peut le faire, on sait le faire, on va le démontrer. On va essayer de le démontrer. Parce que c'est une opération, ce qui est une grosse production, voilà, de démontrer que le tempo gastronomique de l'automne, il sera donné à Paris par franco-catalan. Avec une proposition de menu qui est un hybride, un joyeux mélange. Oui, c'est une hybridation entre le savoir-faire d'Albert Adria et notre savoir-faire français. Voilà. C'est un travail. Oui, c'est un travail. Il faut se comprendre. Voilà. On est dessus. Hein. C'est un travail de R&D important. C'est comme la haute gastronomie, c'est comme la culture. C'est une collection éphémère, au plus haut niveau. Voilà. Donc c'est une démonstration. Ce sera un restaurant éphémère où les places seront chères, puisqu'il n'y a que 100 jours. Oui, sans déjeuner, sans dîner. Et peut-être le début d'une série. Vous imaginez que ça peut être une série? Cela est possible. En tout cas, si nous avons le succès, nous allons réfléchir différemment de la capacité d'intégrer d'autres grands chefs du monde, et la capacité toujours, que ce soit la France qui donne le tempo. C'est d'abord l'ADN de la cuisine française, parce que la haute gastronomie, c'est d'abord français. L'ADN, le geste, il est d'abord français. Alors, dans vos projets, il y a Sapide, donc il vient d'ouvrir ce projet de restaurant à partir du mois de novembre. Nous venons d'ouvrir à Versailles au mois de juin. Et voilà, et l'autre projet, c'était Versailles. Dans l'espace du château de Versailles. Le grand contrôle, c'était le ministère des Finances des rois.
nous avons ouvert un restaurant de très haute gastronomie. Nous imaginons que si les rois étaient encore là, c'est ce qu'on leur servirait ce soir. Donc c'est une démonstration de l'excellence à la française. Il y a un château de Versailles, il y a un dîner à la française au château de Versailles. C'est nous qui l'opérons aussi. Vous voyez, un grand écart entre le Bargal, Saint-Pic, le dîner de roi château de Versailles, le dîner Anneau avec Adrien, ben voilà. Donc j'aime à faire, j'aime à transmettre, j'aime à partager. D'abord, ça crée de l'emploi, hein, tout ça, c'est quand même des centaines de collaborateurs qui sont au service d'une certaine idée, d'une gastronomie qui doit satisfaire à tous les budgets, mais toujours avec la même attention du détail et de l'excellence, que ce soit à 10 € ou à 1000 €. Et toujours cette bipolarité qui vous conduit aujourd'hui, effectivement, entre l'excellence, l'excellence, c'est partout, toujours travailler, l'attention, et voilà, et des choses plus accessibles et plus simples, mais toujours de qualité. et surtout, ce qui m'obsède, c'est de partager, de transmettre, d'éditer, de former. Nous avons aujourd'hui 2500 élèves qui apprennent la cuisine française dans le monde. Donc cela est important, c'est une portée d'influence importante, économique, parce que les gens qui sont formés à la cuisine française, ils vont d'abord acheter un jour des vins français pour accompagner la cuisine française qu'ils font dans leur pays, etc. Donc c'est démontrer que nous sommes toujours là. À certains moments, il y a une dizaine d'années, le monde anglo-saxon imaginait que la cuisine française était finie. Ce n'est pas fini, non seulement ce n'est pas fini, mais nous n'avons jamais été aussi influents que ces dernières années et que les années qui viennent, puisque nous avons une vocation de formation, et c'est bien cela le plus important, parce que les jeunes qui vont en partie, qui sont dans mon école que j'ai vu cette semaine, là, en partie vont être les messagers, ils vont être ceux qui portent la bonne parole d'une certaine idée de l'excellence à la française. Et leur portée économique, elle est réelle, donc portée culturelle est importante. Voilà, donc c'est ce à quoi je m'emploie quotidiennement, et de transmettre, de former, voilà, donc c'est une obsession. On comprend mieux du coup votre message tout à l'heure aux jeunes qui ont servi le repas de l'école de métier Dijon Métropole, voilà, qui sont la jeune génération effectivement de ceux qui font la restauration de demain. Pour revenir simplement sur un dernier point par rapport au repas gastronomique des Français qu'on évoquait tout à l'heure, ce qui se fait à Dijon, c'est la Cité internationale de la gastronomie du vin qui est en cours de construction et qui doit ouvrir en avril prochain, pardon. Je suis fatigué quand même, hein, là, elle va ouvrir en avril prochain. Alors, c'est pas la seule, il y a celle de Lyon qui, bon, malheureusement, a connu un échec, mais on espère qu'elle ouvrira. Et puis, il y en a une autre qui est prévue à Rungis. Je veux dire deux mots de Lyon. Mais oui. De Lyon, c'est le maire qui a été à l'initiative de cela. C'est Nicolas Sarkozy qui a obtenu, nous avons œuvré pour cela, le classement. Après, le classement, il est de démontrer la capacité que cette cuisine classée, c'est pas pour l'afficher, c'est pour démontrer qu'elle est en vie. Donc c'est ce que nous faisons. Mais à Lyon, c'était il y a 10 ans. Il y a un bug important parce que ce n'est toujours pas ouvert. Alors j'espère que Dijon va ouvrir dans les mois à venir sans bug. 10 ans, c'est très lent. Je n'ai pas dit 10 ans de somnolence, mais j'ai dit 10 ans de lenteur administrative pour finalement, à Lyon, hein, puisque Gérard Collomb, il voulait prendre le lead. Il a pris le lead, mais bon, les lourdeurs administratives font qu'aujourd'hui, ce n'est pas au niveau, en tout cas la visibilité n'est pas actée et n'est pas au niveau des ambitions qui ont été annoncées. Et cela est dommage, j'espère que tout ça va se rétablir. Pourquoi pas que les gens prennent le lead des cités de la gastronomie. Avec sa cité, nous l'espérons tous ici, en tout cas. En tout cas, ça vous paraît intéressant comme concept et ça contribuerait au rayonnement. Voilà, au rayonnement et à la gastronomie et des vins. La gastronomie et des vins, on ne peut pas dissocier la gastronomie et les vins. Ce que l'on boit avec, il n'y a que les Français qui ont une obsession de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils boivent, de la hiérarchie des mets et des vins. C'est un acte de civilisation, je dirais, de civilité. Merci infiniment Alain Ducasse d'avoir été notre invité. C'était un vrai plaisir de vous avoir. Merci à vous. Mesdames et messieurs, on se retrouve à 17h après une pause.